Ok. Comment c'est impossible de détecter votre haut-parleur? Alors, c'est pas très grave si on a une minute avant de... Facile de passer. Facile de passer. La caméra n'est pas activée? La caméra n'est pas activée? Si, c'est bon, ça active. Parce que je crois que quand on va parler, ça s'affiche en... C'est ça? Ouais. Bon, ouais, oui, si, pourquoi pas. Ouais, si. Ouais, de toute façon, je la prendrai là et puis je regarderai un peu. Enfin, je savais pas comment je fais. Je dis un mot peut-être général. Ouais, pour remercier le projet en général qui se fait contact et puis une fois c'est c'est ça. Ok, d'accord, très bien. Super. Hop. Bonjour à tous. On va commencer. Alors, pour vous présenter un peu, là, c'est la première conférence de l'année organisée par PC Durable. Donc, le pôle de PC Durable qui gère ça, c'est les confs vertes. Donc là, c'est la première conférence de l'année. Et donc, on va accueillir nos deux intervenants qui viennent du Shift Project pour nous parler du rôle de l'ingénieur dans l'Anthropocène. Déjà, merci d'être aussi nombreux, c'est super cool. On est super contents parce que voilà, c'est un peu le baptême du feu et c'est super cool de vous voir aussi nombreux, c'est que ça intéresse des gens.
Un petit mot avant qu'on commence. À partir de janvier, on va lancer un cycle de conférences donc, qui sera surtout porté et organisé par des anciens de l'école et qui traitera globalement, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas spoiler, mais de sciences du climat. Voilà. Ça sera hyper intéressant et donc ça va être l'occasion de faire plusieurs conférences qui vont suivre, qui vont s'enchaîner. Et donc voilà, c'est juste pour vous mettre la puce à l'oreille. Normalement, on fera en sorte que ces événements-là collent avec le jubilé, le début des campagnes, etc. Vous inquiétez pas, vous pourrez venir. Mais en tout cas, voilà, on vous attend nombreux. La petite flamme qu'on va allumer ce soir-là, ça serait cool qu'on la maintienne avec les convertes. Et voilà. Du coup, bonne conférence à tous. Et puis je donne le micro à Sam et à Corentin. Voilà, merci encore. Eh ben, bonsoir à tous. On est très heureux d'être là ce soir pour allumer la flamme. Moi, c'est Corentin Rillet. J'aurai le plaisir ce soir avec Sam d'animer cette conférence sobrement intitulée Ingénieurs et Anthropocène. Alors, on a gardé le titre de conférence, mais l'espace dans lequel on se trouve se prête relativement bien à la discussion, au dialogue. Donc, on va faire en sorte que cette petite séance soit la plus interactive possible. Donc n'hésitez pas tout au long de celle-ci à lever la main pour interagir, poser des questions, pour approfondir certains points ou nous dire qu'on a tort. N'hésitez pas. Donc on est très heureux d'être là aujourd'hui, le 30 novembre 2021, qui est un jour très fort parce qu'aujourd'hui, on célèbre un anniversaire. On célèbre les 6 ans d'un jour qui a changé la face du monde. Oh, ça ne marche pas. C'est terrible ça comme intro. On a raté les faits. C'est bon, c'est bon. Vas-y, refais la dernière phrase. On célèbre les 6 ans d'un jour qui a changé la face du monde. La COP 21. S'il y a bien des dates qu'on ne retiendra pas dans l'histoire, celle-ci en fait définitivement partie. Bon, la COP 21 n'a pas changé le monde, mais il y a tout un tas de gens qui s'activent pour changer le monde. C'est ce que humblement Sam et moi on essaye de faire dans notre travail, puisqu'on travaille pour un think tank qui s'appelle The Shift Project, donc en bon français du Figaro, un laboratoire d'idées, dont l'objectif est de guider les politiques publiques et les décideurs économiques pour sortir des énergies fossiles et ainsi essayer d'éviter une dérive climatique catastrophique pour l'humanité. Moi, dans ce cadre-là, j'ai le plaisir de travailler sur le projet qui s'appelle Résilience des territoires. Donc, ma spécialité à ce titre-là, c'est plutôt les effets des dérèglements écologiques sur les territoires, les conséquences concrètes et comment est-ce qu'on y fait face, mais aussi les conséquences concrètes de la transition, qu'on traite souvent de manière un peu théorique et macroéconomique, sur les territoires aussi. Répartition de l'emploi, conséquences concrètes sur l'aménagement du territoire, etc. Oui, et puis en 2 mots, moi je travaille sur les formations d'ingénieurs, spécifiquement sur un cas d'étude qui porte sur les écoles du groupe INSA. L'idée, c'est de voir à quel point les écoles d'ingé abordent déjà les enjeux climat, énergie, socio-écologiques, si on veut aller plus loin, et puis de faire en sorte que les formations d'ingénieurs intègrent de manière structurante ces enjeux. Voilà, en quelques mots. Top. Du coup, ce soir, on a longuement hésité avec Sam à adresser un procès, celui de la profession d'ingénieur. Puis on s'est dit que c'est peut-être un petit peu dur. Alors on s'est dit qu'on allait redescendre d'un cran et qu'on allait, en tout cas collectivement, se poser une question sur la responsabilité des ingénieurs. Se poser la question de savoir s'ils ne sont pas responsables des dérèglements qu'on connaît actuellement. Responsables parce qu'ils ont mis à disposition de l'espèce humaine des capacités de transformation du monde incroyables, démesurées, sans considérer les impacts environnementaux et sociaux que celle-ci pourrait avoir. On va essayer de cheminer à travers cette question, à travers plusieurs grands points. On va commencer par revenir rapidement sur vous, les ingénieurs, enfin du moins vous, je ne sais pas. Est-ce que les ingénieurs peuvent lever la main dans la salle ou les aspirants ingénieurs? On a quand même une belle majorité d'ingénieurs. Est-ce que les gens de l'ESPCI peuvent lever la main? Ouais, donc on est majoritairement sur l'ESPCI. Très bien. Donc on s'adresse à vous ce soir. On va parler de vous ce soir. Qui sommes vous? Vous, parce que moi, du coup, je ne suis pas un ingénieur, hein, je suis un commercial, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Deuxième point, on abordera les questions énergie-climat, du coup, sous l'angle des machines et donc de leur rapport à l'économie.
pour ensuite tout doucement glisser vers les conséquences sur le milieu naturel, climat, anthropocène, des gros mots que vous avez pu entendre comme ça, et enfin s'intéresser aux conséquences économiques, sociales et politiques. On va voir aussi que c'est un enjeu majeur. Et finalement, on s'interrogera tous ensemble, ingénieurs, que faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et après, on ira boire un coup, si jamais vous voulez vous joindre à nous. Et du coup, ça commence. Donc là, s'il y en a déjà qui veulent lever la main à tout prix pour faire une intervention pertinente ou pas pertinente, on peut essayer aussi. N'hésitez pas. De toute façon, vous allez commencer à répondre à cette question avec nous. S'il y en a qui veulent nous dire, d'après eux, ce qui leur vient en tête quand on leur dit ingénieur, ou même se tenter à une définition de ce que c'est que l'ingénieur, je vous en prie. Tout ce qui vous passe par la tête, vraiment, allez-y. Plus fort. Génie. Ouais, ok. Putain, vous n'avez pas beaucoup d'idées, hein? Ok, non mais c'est parfait. En réalité, ça illustre très bien ce qu'on constate quand on pose la question à des ingénieurs en poste ou à des élèves ingénieurs, ou même à, on va dire, n'importe qui en réalité, c'est qu'il y a vraiment un flou autour de cette notion. Vraiment, on ne sait pas définir ce que c'est qu'un ingénieur précisément. À ça, il y a une raison qui est assez claire, c'est qu'en fait, ingénieur, ce n'est pas un métier précisément, c'est un ensemble de compétences, un ensemble de métiers, de savoir-faire, de savoir-être. Donc, on peut essayer de s'intéresser un peu à l'histoire, à l'origine du mot, savoir d'où on vient. Ça va être utile pour comprendre trois choses qui, d'après nous, sont fondamentales pour agir dans le monde qu'on va vous décrire en quelques minutes ce soir. C'est d'abord la fonction de l'ingénieur, c'est-à-dire professionnellement, qu'est-ce qu'il fait, quelle est sa fonction technique. Il y a son rôle ensuite, c'est quelle place il a dans la société, quel but il se donne, et puis sa culture. Là, ça touche plus à ses valeurs, qu'est-ce qu'il défend. Donc pour ça, on peut aussi se demander, d'après vous, donc on va voir un peu l'histoire, notamment, alors par exemple, si on prend le latin, on prend ingenium, c'est le génie, c'est exactement ça, c'est la capacité innée de l'esprit à inventer. Alors là, ça ne nous dit pas grand-chose, parce que vous rajoutez bullshit et vous obtenez une école de commerce. Sans aucune. On peut se demander autre chose, c'est d'un point de vue historique, à quelle figure vous pensez quand on vous dit ingénieur, historiquement, ça vous fait penser à quoi? Des figures, des inventions, ce que vous voulez. Vous pensez à quoi? Quand même, oui, merci. Carnot, ok. Je ne sais pas qui c'est, je ne vais pas le répéter. Jean-Marc Jancovici. Si. Personne d'autre vraiment? La direction d'usine ou de ligne de production. Ok. Ouais. Super. Bon, alors ça va qu'on on se dirige un peu sur des fonctions, parce que généralement, quand on dit ingénieur, on pense aussi souvent à les grandes figures, les inventeurs, les grandes inventions. Typiquement, on peut se tenter à faire un petit résumé d'une histoire assez caricaturale, en réalité, de ce que c'est que l'ingénieur. Vous prenez par exemple l'automobile. Alors là, ça va être compliqué, il va falloir que je passe beaucoup de fois, tout en parlant très vite. Vous prenez l'automobile. Vous êtes dans un bolide qui est imaginé par un gars qui s'appelle Amédée Bollé en 1881, qui est construite en masse par un gars qui s'appelle Taylor dans des usines de production. Ça roule grâce à du pétrole qui a été trouvé par Edwin Drake en 1959. Tout ça grâce à un moteur thermique inventé par Thomas Newcomen et puis James Watt, que vous connaissez sûrement, sur du béton qui a été breveté par Louis Vicat en 1817, et puis probablement, vous êtes éclairé par des ampoules qui sortent de la tête de Thomas Edison. Alors, il faut ajouter que le tout est remis probablement en cause par une méthode de calcul inventée par notre cher ami Jean-Marc Jancovici. Et puis là, bref, vous avez l'histoire des ingénieurs. Une histoire où on est entouré d'ingénieurs, une histoire assez élogieuse de ce que peut être l'ingénieur ici. Si vous voulez, une histoire un peu du progrès technique. Ouais. Complètement. Alors ça justement c'est un point essentiel, tu fais bien de le préciser. Ici vous avez un mélange de... Alors par exemple Edwin Drake, celui qui a trouvé le pétrole en 59, c'était plutôt je ne sais même pas ce qu'il était, un faux colonel, il se faisait appeler colonel, mais en réalité c'était ni un ingénieur, il n'était pas ingénieur. Vous en avez beaucoup qui n'étaient pas ingénieurs, qui étaient des inventeurs. Et typiquement une des figures qu'on cite souvent quand on parle des ingénieurs historiques, c'est Léonard de Vinci. Et là typiquement c'est une erreur,
Alors, je ne sais pas s'il se revendiquait ingénieur ou pas, parce que le mot est un peu flou, il apparaît assez tôt en réalité dans l'histoire. Toujours est-il que ce n'était pas une profession à cette époque. Donc justement, si on regarde un peu l'histoire, on se plonge dans la France du XVIIe siècle. La France du XVIIe siècle, il faut se la représenter, c'est le pouvoir royal à son apogée. C'est de nombreuses guerres partout en Europe, une période formidable. Ici, l'ingénieur, on commence à parler d'ingénieur. On commence à parler d'ingénieur parce que justement, il y a des guerres, et que l'ingénieur trouve aussi son étymologie dans celui qui construit les engins de guerre, engins. Donc, à la fois celui qui va construire les engins de guerre, et puis à la fois celui qui maîtrise l'art de la construction. Tout ce qui est pont, chaussées, canaux, etc. Ici, on passe un peu dans l'histoire, on passe au siècle suivant, les rois se passent, ils tombent aussi. Et puis, on arrive à les premières écoles d'ingénieurs, qui sont des écoles royales. C'est-à-dire que là, l'ingénieur se met au service des royaumes, des rois. On a 2 écoles qui sont créées en 1747 et 48, l'école royale du génie de Mézières et l'école royale des ponts et chaussées. À la Révolution de 94, il n'y en a qu'une seule qui va survivre et qui perdra le nom de royal. Et puis petit à petit, donc là, les ingénieurs répondent principalement à de la construction, à de la guerre. Et puis tout au long du siècle, sur 100 ans, ils vont petit à petit répondre à des problématiques industrielles. Et on va voir apparaître 100 ans plus tard la première école d'ingénieurs civils, qui est l'école centrale, qui à l'époque s'appelle des manufactures et arts de Paris. Et voilà, donc globalement, ça c'est une histoire dont il faut un peu se détacher, il faut un peu comprendre que c'est une histoire caricaturale en fait, qu'on ne peut pas s'en tenir à ça. Bon, et puis la preuve, on ne s'en tient pas à ça, puisque c'est compliqué quand il s'agit de citer ou de définir l'ingénieur, mais qu'il faut, même au-delà de ça, aller plus loin. Et puis c'est ce qu'on va essayer de faire un peu dans cette conf. Ok, donc revenons-en à un truc un peu plus basique, à une définition qu'on peut se donner. L'ingénieur, en général, ce qu'on dit, c'est qu'il sait résoudre des problèmes pratiques en mobilisant des savoirs théoriques fondamentaux, des sciences. Là, ce qu'on ajoute, c'est qu'il se met au service d'un pouvoir, en général. Pas voir le pouvoir comme un mot péjoratif, hein, c'est juste qui répond à des directives qui viennent du royaume, d'un État ou d'une entreprise. Et en partant de ça, ce qu'on remarque, c'est que petit à petit, l'ingénieur et les scientifiques en général vont s'intéresser à des problèmes qui, alors qu'ils se cantonnaient à des machines ou à des outils ou à des chaînes de production, vont s'intéresser à des problématiques qui touchent au système. En 1934, c'est la création de la CTI, la Commission des titres d'ingénieur, qui définit un peu l'ingénieur et qui nous dit l'ingénieur, c'est un intermédiaire intelligent entre les ressources de la nature et l'application que l'homme en fait pour qu'elle soit exploitée au profit de tous en général. Donc là, il y a cette idée qu'on exploite son environnement de manière intelligente et au profit de tous. Et donc pour faire ça, on doit modéliser un peu le système pour comprendre comment on peut le faire intelligemment. Et donc de là, on peut retrouver, là c'est dans les années 70, des modélisations où il y a des ingénieurs, des scientifiques surtout qui y participent. Est-ce que là vous savez ce que c'est que ce modèle, ce qui parle à certains d'entre vous? Oui, exactement. C'est le modèle World 3 de Meadows, donc qui a servi à faire les scénarios qui sont dans le rapport. On va passer rapidement pour y revenir. Alors n'hésitez pas, on a en tout 120 slides, donc on ne va pas toutes les passer, je vous rassure. Il n'y a que 10 slides d'annexe. Mais si vous avez des questions, on pourra creuser des points. Donc là, je passe rapidement. Mais globalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont modélisé le système, donc en servant de la science des systèmes complexes. Ils ont fait un système dynamique en modélisant des liens qui sont linéaires ou non, d'ailleurs, avec des effets de seuil, des effets d'emballement, etc. Ils ont pris des indicateurs, ils ont rentré toutes les données qu'ils avaient des années 1900 aux années 1970, et ils ont fait tourner leur modèle. Donc il ne s'agit pas d'une prédiction, il s'agit d'un modèle qui donne des résultats en fonction de certaines hypothèses. Donc ce n'est pas du tout la preuve que le monde va s'effondrer, comme le prétendent certains, et c'est ni un torchon scientifique qu'il faut tout de suite jeter à la poubelle, parce qu'il est intéressant. Bon bref, là en gros ils arrivent à la conclusion qu'une croissance matérielle infinie nous mènera inévitablement à un effondrement de la population. Et du coup, parlons système. Après eux, il y a beaucoup de groupes de scientifiques, d'ingénieurs qui vont suivre et qui vont essayer de modéliser ce système pour le comprendre. Et donc, par exemple, le GIEC, dont on reparlera tout à l'heure rapidement. Et on peut le caractériser selon, on va dire, 5 paramètres. Le premier, c'est que la situation
aujourd'hui, elle est irréversible. Prenez la montée des eaux, on ne pourra pas revenir en arrière. La situation, elle est imprévisible, les conséquences sont imprévisibles. Prenez les méga-feux, par exemple, qui ont eu lieu tout l'été, là. On ne peut pas prévoir l'apparition de méga-feux, ni leur développement. C'est à l'échelle du système Terre. La vitesse, jamais vue, en tout cas depuis qu'on capte des données de ce qui se passe, que ce soit l'effondrement du vivant ou nos émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et puis ça accélère. Bon, autant vous dire que le vecteur, il va clairement pas dans le bon sens. Hein. Concrètement, pour le dire en un mot, c'est la merde. Voilà. Et de là, il va falloir qu'on réfléchisse. Yeah, alors on va réfléchir. Ok, on a beaucoup parlé d'ingénieur, on l'a vu avec ces super fondations d'écoles, etc. Le moment où le terme d'ingénieur il se popularise en Europe, c'est un moment phare dans l'histoire, c'est le moment de la révolution industrielle, un moment qui connaît une ère de rupture majeure dans l'utilisation que les hommes font de l'énergie. Alors, l'énergie, c'est quoi? On ne va pas rentrer dans des définitions scientifiques parce que je pense que vous êtes tous bien meilleurs que moi à ça. Du coup, on va se contenter d'un truc assez simple en disant que c'est ce qui caractérise le changement d'état d'un système. Et grosso modo, que mesurer l'énergie, c'est mesurer le degré de transformation du monde. Ça peut passer par plein de choses, modification de température, de vitesse, d'état de la matière, etc. Ok, so what? Si ça permet de mesurer les changements d'état, ça joue un rôle assez important quand on s'intéresse à ce que l'homme fait sur son environnement. Pendant très longtemps, ce qu'ont fait les ingénieurs, c'est de concevoir des artefacts, des outils, des machines, qui étaient avant tout des auxiliaires de la capacité mécanique innée de l'homme, donc de son énergie mécanique propre, et donc qui étaient fortement limités par cette capacité. Avec par ailleurs, de manière sporadique, l'usage de l'énergie hydraulique ou d'autres énergies renouvelables, un peu d'éolien, etc. Avec la révolution industrielle, on a une rupture dans le rapport des ingénieurs aux outils qu'ils conçoivent, puisque les ingénieurs vont se mettre à utiliser une source d'énergie autre que l'énergie mécanique humaine, qui est les énergies fossiles. Charbon, pétrole, puis gaz, qui vont désormais alimenter les machines et remplacer l'énergie mécanique humaine ou animale par cette énergie ultra dense trouvée dans les tréfonds de la Terre. Et l'homme va devenir finalement un auxiliaire de cette machine. Les conséquences sont phénoménales. Pourquoi? Parce que ces énergies fossiles permettent d'obtenir une puissance et une énergie beaucoup plus grande que celle que peut dégager un être humain. Aujourd'hui, si vous employez quelqu'un 8 heures par jour et que vous faites pédaler toute la journée, vous allez peut-être obtenir 800 Wh. Dans un seul litre de pétrole, vous avez 10 kWh. On peut potentiellement transformer en 3 kWh d'énergie mécanique. Donc, on a un rapport de 1 à 10 en ce que peut produire un humain pendant une journée de travail à fond et ce qui est contenu dans un petit litre de pétrole. Et à partir de ce moment-là, les machines que vont concevoir les ingénieurs vont non seulement permettre un accroissement, vont remplacer en gros le travail humain et vont permettre un accroissement des productions phénoménales puisqu'on n'est plus limité par la quantité d'humains qui produisent. Ils peuvent eux-mêmes actionner des machines beaucoup plus puissantes. Les tracteurs peuvent actionner en l'équivalent de 600 paires de jambes, des camions, des avions, enfin, des choses incroyables qui vont repousser toutes les frontières de production qu'on avait jusqu'ici et qui vont permettre un développement économique, particulièrement de l'Occident en priorité, et un développement économique qui va changer complètement les structures sociales. Le résultat, il est là, c'est qu'aujourd'hui, on a tout un paquet de machines qui pourvoient quotidiennement à notre bien-être et qui permettent à notre société simplement de continuer, de se pérenniser. À l'échelle de la planète, l'énergie aujourd'hui qu'on va puiser avec les ressources fossiles, c'est l'équivalent à l'échelle mondiale d'à peu près 200 personnes qui travailleraient pour nous, et en France, à peu près 600. C'est grâce à ça qu'on a pu du coup casser toutes les frontières qui nous limitaient jusqu'ici. Ça veut dire une croissance énergétique de dingue, qui continue aujourd'hui, puisque là, ça va très vite. On a mis un petit peu sur le graphique, vous voyez à peu près où se situe, parce qu'on est à peu près le même âge. Donc, où est-ce que nous, on se situe, la différence qu'il y a avec nos parents, et le fait qu'en fait, ça augmente encore très, très vite. Donc, à l'échelle de la planète, on continue d'augmenter ultra rapidement la consommation énergétique globale. C'est un phénomène qui est ultra récent, on voit aussi. Si on compare 1860 et 1920, ça n'avait pas significativement augmenté. C'est un phénomène exponentiel. Donc ça, c'est génial, parce que ça permet une superbe croissance. Oui.
là, pour le coup, c'est des données historiques. Alors ça, je crois que c'est... Est-ce qu'on l'a remis? On a cité directement Jean-Marc, mais je ne serais pas étonné que ça soit l'IEA, du coup, qui font des analyses sur la base de données statistiques collectées. C'est pas des prédictions. Voilà. La courbe va s'arrêter en 2008. Donc voilà. Et la synergie primaire, donc ils reconstituent, ils font des facteurs, une machine de Carnot, 30%. Ouais. Ouais. Celle-ci, c'est la consommation globale dans le monde. Tout est compris dedans, là. C'est la consommation globale. D'autres points? Ok. Excusez-moi. Ouais. Est-ce que vous pourriez juste soit faire passer un micro quand les gens posent des questions ou répéter les questions parce qu'on n'entend strictement rien en ligne? Et donc pour les gens qui verront la conférence plus tard. Ouais. Merci. On peut faire ça. On fait ça... Oui, si vous êtes pas loin, je le passerai, sinon on répétera. Ouais, ok. Donc, ça, c'est un modèle un peu simpliste, mais qui a le mérite de montrer une réalité. C'est que énergie et développement économique sont liés. Là, vous avez du coup ordonnée abscisse, énergie et production, le PIB, donc ce qui agrège grosso modo la production mondiale, que ce soit en industrie ou en service. Et donc, ces énergies ont permis une croissance économique de malade. Et ça, c'est cool. Moi, en tant que commercial, j'adore, je trouve ça très, très bien. Et j'aurais aimé que ça continue pendant très longtemps. Sauf que malheureusement, on s'est heurté à une petite limite. Il y en a une qu'on voyait poindre, mais encore qui nous paraissait un peu loin, qui est celle de la limite dans la ressource elle-même. Puisqu'à priori, c'est des stocks finis. On pourra en progrès technique et se dire qu'on va repousser indéfiniment ces stocks. Une autre limite qu'on avait moins vu venir, c'est un symptôme de notre consommation d'énergie, puisque comme ce sont très massivement des énergies fossiles qu'on consomme, elles ont un petit défaut, c'est que pour les rendre utilisables par l'homme, pour produire de l'énergie mécanique, on doit brûler ces énergies, et qu'au passage, elles vont nous relâcher un peu de CO2. Donc CO2 qui est un gaz tout à fait normal, qu'on trouve partout dans l'atmosphère, sauf que au regard des quantités qu'on a mobilisées, eh ben, il y a un peu beaucoup trop de CO2 qui a commencé à remplir notre atmosphère. Et la conséquence de tout cela, c'est un changement climatique. Alors, le CO2, c'est un petit gaz à effet de serre. Donc, l'effet de serre, c'est un phénomène tout à fait normal. Sans effet de serre, on aurait très froid sur Terre. Ce serait moins 18 degrés, puisque c'est ce qui permet de retenir les rayons infrarouges et du coup d'avoir une température à peu près vivable sur cette Terre. Avec un peu du coup des cycles climatiques qui évoluent et qui font qu'on a plus ou moins chaud, mais grosso modo, selon les périodes, on gravite entre 10 et 15 degrés sur la surface de la Terre. Et avec plus d'effet de serre, les températures se réchauffent. Là, on est sur des trajectoires qui nous mènent aujourd'hui vers 3 degrés de réchauffement climatique. Alors 3 degrés, bon, c'est grave, c'est pas grave. Mais 3 degrés, c'est assez problématique, puisque comme c'est des agrégats statistiques, puisqu'on parle de climat et pas de météo, ça recouvre de grosses différences au niveau local. Et au-delà de ça, ça dérégule tous les systèmes climatiques et du coup tous les écosystèmes présents sur Terre, avec des conséquences potentiellement assez négatives. On a cité quelques-unes. À la fin, les impacts physiques et les conséquences derrière, c'est des pénuries, que ce soit en eau, du coup, pénurie alimentaire, des baisses de rendement et, in fine, des conflits. Parce que finalement, nous, le système Terre, c'est bien, c'est pas qui se porte bien, ça nous fait plaisir, mais le vrai enjeu à la fin, c'est ce qui se passe pour les personnes. Et le problème, c'est que quand les personnes sont soumises à des stress et que les choses ne se passent pas bien, et ben, elles commencent à se taper dessus. Et là, c'est beaucoup moins sympathique et on a à tout prix envie d'éviter ça. Tous ces problèmes sont liés, ce qui rend les choses encore plus compliquées. Et du coup, notre objectif, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On peut se donner pour ça un petit objectif qui est celui de diviser par 3 nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050. Et ce, pour limiter la casse. De toute manière, le réchauffement climatique, il est enclenché. On est déjà à 1,1 degré de réchauffement global, 1,7 pour la France métropolitaine. C'est-à-dire qu'on voit la différence entre climat global et climat local. Et le but, c'est d'éviter l'emballement total en limitant au maximum ce réchauffement. Chaque demi-degré compte. Pour chaque demi-degré de plus, les conséquences sont plus graves. Et a priori, le phénomène est plutôt exponentiel, ou en tout cas, il est marqué par des effets de seuil. Donc, si on peut éviter ce réchauffement, on doit le faire. Donc, diviser par 3 nos émissions de gaz à effet de serre pour éviter une catastrophe, ça peut se modéliser comme ça. Vous êtes des ingénieurs, donc vous devez aimer les équations. On a ici quelques facteurs qu'on peut isoler. Alors, cette équation, on appelle l'équation de Kaya, en fait, c'est juste une tautologie, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Elle nous permet quoi? Elle nous permet juste d'isoler différents facteurs qui sont de fait aujourd'hui les facteurs considérés par les personnes qui font des choix en matière climatique. Le premier, c'est le contenu en gaz carbonique de l'énergie. C'est notre capacité ou non à décarboner notre énergie, à peu utiliser d'énergie fossile. Le deuxième, c'est l'intensité énergétique de l'économie. C'est
quelle production, combien de ressources vous allez pouvoir produire avec une quantité d'énergie donnée. Le troisième, c'est le PIB par habitant, donc c'est concrètement la quantité de production. Et le dernier, c'est la population. Alors, si on doit diviser par 3 la quantité de CO2 émise, on peut essayer de se pencher sur chacun de ces différents termes et voir où est-ce que l'ingénieur peut avoir un rôle à jouer. Bon, autant dire, sur le premier, on voit difficilement où il a un petit rôle à jouer. Et de toute manière, les démographes nous enseignent qu'on n'a pas grand-chose à faire, sauf à espérer que les femmes s'en sortent mieux dans la plupart des pays du monde. Et de toute manière aussi, pas de grande inquiétude, la population mondiale va se stabiliser dans les années à venir. Donc, sauf à être génocidaire, ce qui est possible, hein, l'écologie porte son lot de fous, on ne va pas forcément tenter d'appuyer sur ce vecteur-là. Et si on le voulait, et si on était vraiment conséquent, dans ce cas-là, il faudrait peut-être commencer par vous dans cette salle. Parce qu'en réalité, c'est les Occidentaux qui polluent le plus sur cette planète, que ce soit historiquement ou encore aujourd'hui. Donc si on voulait être efficace et sauver le plus de vies humaines, c'est par cette salle qu'il faudrait sûrement commencer. On va dire qu'on va éviter. Enfin, moi, l'idée me plaît moyennement. Mais ça soulève quand même un gros enjeu, c'est qu'aujourd'hui, il y a une asymétrie totale entre les personnes qui sont responsables du changement climatique et les personnes qui vont en subir les effets, qui sont malheureusement majoritairement situées dans les zones pauvres, donc qui ont historiquement très peu émis de gaz à effet de serre. Que ce soit parce que déjà physiquement, ce sont des zones qui vont plus être impactées, et aussi et surtout parce qu'ils ont moins de moyens de réagir, puisqu'ils sont moins riches, qu'ils ont moins d'équipements, etc. Bon, ce n'est pas sur la démographie qu'on va agir en tant qu'ingénieur. Alors, on peut tenter d'agir sur le second terme, le PIB par habitant. Bon, historiquement, déjà, il se passe quoi? A priori, on est plutôt sur une croissance de cette production par habitant, hormis quelques crises. Et sauf à brider les machines que vous concevez, sauf à chercher à concevoir des processus techniques moins efficaces, ce qui, au passage, je ne suis pas sûr que ça fasse plaisir aux décideurs, aux personnes qui vous emploient, on va difficilement pouvoir agir également sur ce terme. Et de toute manière, encore une fois, les personnes qui vont vous mettre au travail n'ont pas très envie que ça se passe. Donc, on va passer au terme suivant, l'intensité énergétique. Là, on est typiquement sur un truc d'ingénieur. On va essayer de faire des machines qui fonctionnent mieux et qui consomment moins. Et ça, vous êtes très, très fort. On le fait très, très bien. C'est incroyable. On le fait bien, mais malheureusement, quand on regarde les séries statistiques, on constate que ça baisse, hein, moins 12% en 18 ans, en intensité énergétique du PIB, mais ça baisse trop lentement. Ce n'est pas avec ça qu'on va arriver à un facteur 3 de division d'ici 2050. Donc, on va essayer de compter dessus, mais ce n'est pas suffisant. Il reste le dernier terme, le CO2, par quantité d'énergie produite. Et là, il faut bien voir que vous êtes bluffant, puisque les ingénieurs ont réussi à concevoir des modes de production d'énergie quasiment neutres en CO2, ou émettant de manière très très faible du CO2, que ce soit les biocarburants, que ce soit les ENR, ou que ce soit le nucléaire. Donc plein d'énergie très décarbonée. Le seul problème, encore une fois, déjà, c'est que quand on constate ce qui se passe, c'est qu'en dépit de ces super inventions, qui sont vieilles, hein, le déploiement du nucléaire, ça commence dans les années 60-70, l'énergie ne se décarbone pas à l'échelle mondiale. Bon, c'est sûrement des choix politiques. Les ingénieurs ne sont peut-être pas responsables de ça. En tout cas, les ingénieurs ont à cœur qu'on avance. Et là, ils ont une piste de solution, puisque les ingénieurs ont des énergies décarbonées. Donc, le problème, c'est juste que ça ne va pas assez vite. Alors, les ingénieurs, vous et plein d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'investissent pour que ça aille plus vite, pour faire transiter le système. Parce que c'est sûrement ça le frein. Le frein, c'est que notre système, il est fait aujourd'hui pour les énergies fossiles. Il faut le faire passer à un système qui marche à batterie si on veut de l'électrique. Donc, il faut le transformer. Donc, plein d'ingénieurs se mettent là-dessus, guidés par leur saint Elon Musk, et on travaille à construire un monde qui soit totalement décarboné grâce à ces énergies fossiles. On construit un monde qui pourrait ressembler dans quelques années à celui-ci, avec des 4x4 comme aujourd'hui et des vieux hommes blancs comme aujourd'hui, mais électriques, décarbonés. Et l'avenir sera radieux. Et bien là, on touche justement une petite limite de notre raisonnement jusqu'ici, c'est qu'on a considéré que les émissions de CO2. Ce qui peut être considéré comme un petit problème parce que c'est très loin d'être le seul problème que pose l'énergie. Quand on parle de CO2, on parle que de la combustion qui permet de rendre ces énergies disponibles. On n'a rien dit de la transformation du monde qu'ont permis toutes ces énergies, alors qu'on a déployé une énergie incroyable pour le coup. Donc on va maintenant s'interroger sur cette partie-là. Parce que voilà, alors, est-ce que peut-être vous avez des remarques et des questions? On peut souffler une seconde, maintenant qu'on vient de faire en 15 minutes que probablement vous avez déjà entendu plusieurs fois ou pas, mais c'est toujours bien de faire des rappels. C'est bon pour tout le monde? Vous allez bien? Ok. Alors du coup, mais partons sur un idéal.
un idéal, non, pardon, je retire ce mot. Partons sur un futur d'homme blanc en 4x4 électrique, et admettons que le problème du CO2 soit réglé, c'est-à-dire en fait le problème du climat, si on veut. En fait, vous voyez, ça c'est les limites planétaires identifiées pour l'instant, peut-être qu'il y en a d'autres, on ne sait pas, identifiées par des scientifiques en 2009, si je ne dis pas de bêtises. On ne voit pas si vous avez la date 2009, c'est ça. En fait, vous voyez qu'il y a 9 limites autres que le climat. Et le rapport Meadows dont on a parlé tout à l'heure, leur modèle ne prenait pas en compte la question du CO2. Donc, ici, il n'y a pas seulement le climat. Il y a toutes les transformations qu'on va faire grâce à l'énergie qu'on a sur notre environnement. Donc là, vous avez par exemple l'acidification des océans, les cycles du phosphore, l'utilisation d'eau potable, l'usage des terres. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est la notion d'anthropocène, qui est une notion qui est assez séduisante parce qu'elle englobe vraiment une dimension qui est beaucoup plus large, une vision un peu plus globale de l'état du système, qui est anthropocène, ça veut dire l'ère de l'homme, ou l'ère de l'humain. Nouvelle ère dans laquelle l'humanité dans son ensemble est devenue une force géologique capable d'approcher, voire d'atteindre des limites planétaires. Là, il ne faut pas s'y méprendre, c'est l'humanité dans son ensemble. Évidemment, on n'est pas tous responsables au même niveau. Comme on vous l'a montré tout à l'heure avec les émissions de CO2, c'est pareil sur d'autres facteurs. Ouais. Un des éléments qui est intéressant sur cette question anthropocène, c'est justement la question du vivant. Yeah. Parce que le vivant, c'est un très bon exemple, ça commence à être un des nouveaux sujets politisés avec le climat. On a l'équivalent du GIEC qui s'est créé pour le climat avec l'IPBES. Et le constat est plutôt négatif aussi. Le constat, c'est que les populations, là on a la courbe de la population des vertébrés à l'échelle mondiale, donc vertébrés, le règne auquel appartient l'homme, même si pour l'homme ça se passe plutôt bien. Les populations d'êtres vivants déclinent en moyenne de 68% depuis les années 70, ce qui n'est pas très positif. On a aussi une érosion en termes de biodiversité, puisqu'il y a aujourd'hui 25% des espèces qui sont menacées. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vivant, c'est un très bon agrégateur de ce qui se passe à l'échelle de la Terre. Parce que, comme nous, ils sont dépendants du bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes qui régulent la Terre pour aller bien. Et quand ils vont mal, c'est plutôt un mauvais indicateur. Et ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que le climat, justement, n'est que en fait, la troisième cause aujourd'hui de disparition de la biodiversité. La première, c'est avant tout les changements d'usage des sols et des mers. Donc, grosso modo, c'est les dommages, justement, qu'on fait directement en usant notre énergie sur les environnements, sur les écosystèmes et les destructions associées qui sont à l'origine de cette perte incroyable de biodiversité. Donc, autrement dit, si on arrêtait demain complètement d'émettre du CO2 et des gaz à effet de serre en général, on n'aurait absolument pas résolu cette question de la 6e extinction de masse. On pourrait se retrouver avec celle-ci à gérer, quoi qu'il arrive. Et alors, l'anthropocène, du coup, c'est un concept qui est aussi intéressant pour comprendre à quel point on a d'autres façons de modifier à l'échelle du système, de modifier le système, en fait. Si on s'intéresse au débat qu'il y a autour de quand est-ce que ça a commencé l'anthropocène, cette ère de l'homme, dans laquelle on modifie la Terre dans son ensemble. Une première thèse, elle commence à la révolution néolithique, donc passage du paléolithique au néolithique il y a à peu près 10 000 ans. En gros, on passe de chasseurs-cueilleurs à des gens qui font de l'agriculture de manière sédentaire. Ça induit une augmentation du méthane et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère qu'on peut retrouver en fait, en analysant des carottes de glace, parce que le dioxyde de carbone est piégé dans des bulles d'air dans des calottes glaciaires. Donc ça, premier point, l'agriculture, en fait, l'usage qu'on a des terres. Deuxième point, c'est rencontre de l'ancien et du nouveau monde. Là, c'est un peu moins joyeux pour le coup. C'est en gros les Européens, Christophe Colomb, qui arrivent sur le continent des Amériques et qui, donc, en amenant pas mal de maladies et en massacrant juste en fait simplement les Amérindiens, produisent une chute de la population qu'on retrouve dans l'analyse carbone de certaines carottes glaciaires. C'est-à-dire qu'on constate un minimum de CO2 à cette période-là, qu'on attribue en tout cas à la grande mort. C'est même qu'on appelle la grande mort. Donc tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin de machines thermiques, de CO2 ou d'ingénieurs pour modifier le système. Et là, c'est un peu dans ce dont on vous a parlé depuis tout à l'heure, c'est à partir de la révolution industrielle, augmentation du CO2 dans l'atmosphère, et puis une grande accélération à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec les essais nucléaires, qui produisent eux aussi des résidus qu'on va retrouver très longtemps à la surface de la Terre,
et les produits chimiques. Donc, grande accélération, qui sont traduites par ces graphiques que vous avez peut-être déjà vus. D'abord sur l'évolution du système Terre. Donc là, on retrouve le dioxyde de carbone, la pêche, par exemple, les terres domestiquées, l'aquaculture, etc. Mais qui sont des paramètres indissociables, ça c'est le deuxième point important, des indicateurs sur le développement socio-économique, qui sont là, par exemple, la population mondiale, on en a parlé, les barrages, la consommation d'eau, etc. Donc, on arrive au bout de notre premier petit point de présentation sur les conséquences environnementales. Et si un message important à retenir ici, c'est déjà de sortir du focus sur la question carbone. Même si celle-ci doit être jugée comme prioritaire et qu'il faut traiter de manière absolue ce sujet, simplement pour éviter de déporter par la suite les risques qu'on est en train d'éviter sur d'autres endroits du système Terre. Et c'est ce qui risque de se passer concrètement avec plein de solutions qui sont proposées aujourd'hui. Par exemple, celles qui reposent sur la bioéconomie, donc en général sur l'exploitation des terres, de la biomasse et des forêts, qui conduisent au même type d'impasse. Et très concrètement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que du coup, l'enjeu qui est ici présent, c'est l'enjeu de l'énergie elle-même, la capacité qu'on a, nous collectivement humains, à transformer le système. Et cette capacité à transformer le système, aujourd'hui, on tente quelque peu de la brider pour cette question climatique, parce qu'on se dit qu'on émet plus de gaz à effet de serre, que c'est une catastrophe. Le risque, justement, c'est qu'en sortant de cette contrainte carbone, ces dommages continuent, ça serait déjà une catastrophe, voire redoublent, parce qu'ils seront plus limités par cette tentative de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, ça va nous amener à un deuxième petit point, si vous avez des questions à ce moment-là, qui est la question sociale, économique et politique. Parce qu'on s'est intéressé du coup aux conséquences. On a vu qu'il y avait plein de points de blocage. En fait, tout ce que nous a montré Kaya, c'est que c'était bloqué. Donc maintenant, on va essayer de s'intéresser un peu aux leviers et voir si on ne peut pas les trouver ailleurs que dans les réponses qu'on a proposées actuellement. Donc là, plutôt une histoire du rôle social, du rôle en fait, de l'ingénieur. On se plonge dans les années 1898, on est 202 ans seulement, après la prédiction de Svante Arrhenius, qui est un chimiste suédois, et qui nous dit dans un papier en 1896 qu'un doublement de la quantité de CO2 dans l'atmosphère provoquera une augmentation de la température de 4 degrés. Son papier est plus complexe que ça, mais globalement, il dit qu'il y a peut-être une question à se poser. Donc on est 2 ans plus tard, en 1898, là il faut se plonger dans ce qui est une aciérie, un bâtiment en bois, de la tôle, la terre, la chaleur des fours, des ouvriers partout, puis des ingénieurs en costume qui se baladent pour diriger tout ça. Et on va vous conter une petite anecdote de Frederick Winslow Taylor, que vous connaissez pour le taylorisme, qui a importé en Europe l'organisation scientifique du travail. Alors il nous raconte ceci. La scène se passe aux États-Unis en 1898 dans une aciérie. Une équipe charge dans des wagons des gueuses de fonte. Une espèce de gros truc de fonte très lourd. Chaque ouvrier prend une gueuse pesant 40 kg chacune, avance sur un plan incliné, qui conduit au wagon et jette sa charge dans le fond. Au bout de sa journée, il a ainsi transporté 13 tonnes. Un monsieur s'approche de l'un des ouvriers, un petit Hollandais. Vous gagnez 1,15 $ par jour, je crois. Voulez-vous gagner désormais 1,85 $? Ouais, qu'est-ce qu'il faudra faire? Alors c'est tout simple. Quelqu'un viendra demain, vous ferez exactement ce qu'il vous dira toute la journée. Quand il vous dira de prendre une gueuse et de la transporter, vous le ferez. Quand il vous dira de vous asseoir et de vous reposer, vous le ferez, sans discuter. Parce qu'un bon ouvrier fait ce qu'on lui demande. Nous verrons de quoi vous êtes capable. Alors le lendemain, les choses se passent exactement ainsi. Le petit Hollandais se met au travail toute la journée. L'homme qui se trouve près de lui avec un chronomètre lui dit « Travaillez-vous, reposez-vous, maintenant travaillez-vous, maintenant reposez-vous ». Et le petit Hollandais obéit sans discuter. Et à 5h30, il touche en effet 70 cents de plus que d'habitude. Il faut préciser que ce jour-là, il n'avait pas manipulé 13 tonnes, mais 50. Ce qui est un peu plus que ce qu'il a gagné en plus. Bon, ouais. Donc ça pour dire que ça c'est Taylor qui rapporte cette anecdote dans ses carnets. Tout ça pour vous dire qu'il importe en Europe une méthode d'organisation du travail qui se veut jouer sur l'efficacité non plus des machines, mais des travailleurs. Et ça c'est une dimension qu'on occulte un peu chez l'ingénieur, un peu même beaucoup en réalité, c'est l'aspect du management en fait. Donc comme on l'a dit, augmenter l'efficacité des machines et celle des ouvriers. Il y avait aussi un autre enjeu en fait, c'est que plus vous développiez des machines efficaces, plus il fallait s'assurer que pour que ces machines fonctionnent de manière optimale, plus il fallait s'assurer du coup que les ouvriers
soit adapté aux machines, et non plus l'inverse. On n'était pas dans l'outil adapté aux ouvriers, on était dans les ouvriers adaptés aux machines. Donc mettre l'ouvrier au rythme de la machine, pas l'inverse. Merveilleux. Maintenant, on va se questionner sur vos leviers à vous. On l'a dit, tout à l'heure, on a évoqué l'efficacité énergétique. On a dit que les résultats n'étaient pas incroyables. Et une des raisons qu'on peut invoquer pour ça, c'est un truc dont vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est l'effet rebond. On va illustrer avec cet exemple super célèbre. Grosso modo, les ingénieurs ont fait des progrès incroyables sur leurs moteurs. Aujourd'hui, on est capable de faire des moteurs qui consomment beaucoup moins, que ce soit en considérant la vitesse, que ce soit en considérant la masse du véhicule transporté, qui consomment beaucoup moins. Et pourtant, équipé, ici sur une 2 chevaux ou sur une Clio, à la fin, on se retrouve avec exactement, à peu de choses près, les mêmes consommations d'essence. Pourquoi? Parce que le moteur, comme toute technique qui est développée par les ingénieurs, elle n'est pas isolée au sein d'un laboratoire. Elle est appropriée par un système technique, par d'autres ingénieurs qui vont l'utiliser et qui vont répondre à certains enjeux socio-économiques, comme celui-ci qui a été d'utiliser les gains qui avaient été permis par la puissance du moteur pour construire des véhicules plus confortables, des véhicules plus rapides, des véhicules où on se sent plus en sécurité, quitte à perdre in fine les bénéfices d'efficacité acquis sur le moteur. Enfin, à perdre, tout est relatif, puisqu'ici, le consommateur se trouve dans une meilleure position ou pour une consommation à peu près équivalente, il se trouve avoir un véhicule qui est beaucoup plus confortable. Donc, on a ici un point qui est fondamental, c'est que l'ingénieur ne doit pas, et ce qu'il a trop souvent fait, considérer l'artefact technique qu'il produit de manière isolée. Il doit le penser par rapport aux usages qui en seront faits dans la société. Parce que ces usages, enfin, toute technique, une fois qu'elle est mise à la disposition de la société, elle est encastrée dans ce système socio-économique. Une deuxième conséquence au-delà de ça, parce qu'on a dit encastré dans un système socio-économique, c'est quand vous avez de l'énergie abondante et un système qui repose sur la croissance, eh ben, on répand les équipements créés, on répand les techniques créées par les ingénieurs. Et c'est ce qui s'est passé pour la voiture, avec un équipement des ménages en France qui n'a fait que progresser et qui progresse encore aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé à l'échelle du monde, globalement, et c'est ce qui s'est passé pour à peu près toutes les technologies qui ont finalement été appliquées et mises au service de la société, des citoyens et des consommateurs. Le résultat, il est simple, c'est qu'en dépit des gains d'efficacité, on équipe les gens, on fait de la croissance économique et du coup, on fait on consomme plus d'énergie. Et par conséquent, comme on l'a vu tout à l'heure, on transforme davantage notre environnement pour extraire les matériaux, pour traiter leur fin de vie et au cours de la vie de ces matériaux. Donc, penser toute technique insérée dans un système socio-économique, c'est la base. Il faut voir un deuxième point, c'est penser les prérequis en termes de système technique pour les innovations qu'on est en train de développer. C'est-à-dire que quand vous développez une technique, vous vous appuyez toujours sur tout un lot d'innovations et techniques antérieures. Vous vous inscrivez dans une trajectoire. Quand vous développez des voitures, vous avez besoin d'un système technique qui permet à votre voiture de rouler. Ça veut dire des pompes à essence, ça veut dire des routes, etc. Et par conséquent, à la fin, quand il s'agit d'évaluer l'efficacité de votre véhicule, quand il s'agit de comparer son efficacité avec celle d'autres dispositifs, vous ne pouvez pas vous contenter de considérer de manière isolée ce dispositif technique. Vous devez considérer l'ensemble du système dans lequel il est encastré et qui est nécessaire à son bon fonctionnement. C'est des calculs qui ont été réalisés. Dans les années 70, ça a été fait par Jean-Pierre Dupuis, qui a été repris par Ivan Illich, pour calculer l'efficacité de l'automobile, en comparaison d'autres différentes automobiles, en comparaison de la bicyclette. Dans ces calculs, il a pris en compte justement pas que la vitesse du véhicule, il a essayé de considérer tous les coûts associés. On l'a dit, système de route, le système routier, embouteillage, essence, etc., etc., etc. Il a converti tous les coûts en équivalent de travail horaire. Et finalement, en prenant la totalité des distances parcourues, il a pu diviser la totalité des distances par la totalité des coûts horaires pour obtenir ce qu'il a appelé une vitesse généralisée des transports. C'est-à-dire, à la fin des fins, quelle vitesse on obtient si on prend en considération tous les coûts cachés dans notre société. Et ce qu'il a démontré à l'époque, c'est que, peu importe les situations, donc l'endroit où géographiquement on se trouvait, ou le type de véhicule, systématiquement, ce système était moins efficace qu'un système qui reposerait sur la bicyclette où on prendrait aussi l'entièreté des coûts. Donc,
assez surprenant et à minima, ça interroge sur l'efficacité réelle des dispositifs qu'on déploie. Entre-temps, ces calculs ont été refaits. La voiture s'est encore développée, le système qui va avec aussi. Elle a gagné en efficacité sur plein de points. Et aujourd'hui, très clairement, la vitesse généralisée de la voiture, elle est plus élevée que celle du vélo, puisqu'elle atteint 17,7 km/h contre 12,2 pour le vélo. Mais on se trouve encore une fois bien en deçà de ce qu'on imagine pour la voiture, de ce qu'elle est censée permettre en termes de vitesse. On est bien dans ça des vitesses théoriques qu'on est censé pouvoir acquérir avec nos dispositifs techniques. Donc, à minima, ce que ça doit nous ramener, c'est à considérer ce système dans son ensemble pour établir l'efficacité. Et ça nous permet aussi, du coup, à travers ça, de considérer les externalités. Là, ces deux modèles-là ne prennent même pas en compte les externalités. C'est-à-dire, quand on dit 17,7 km/h, on n'a pas pris en compte les effets négatifs causés, par exemple, sur la santé ou sur l'environnement. Un troisième point, c'est de se dire que si les techniques s'inscrivent dans une trajectoire, les techniques sont aussi porteuses d'une trajectoire. Jusque-là, rien d'étonnant. Et c'est encore une fois, si on peut filer l'exemple de l'automobile, c'est le cas encore pour l'automobile. Une automobile, la promesse qu'elle porte, c'est de pouvoir vous transporter plus loin. C'est d'abolir les distances. Cette promesse est séduisante et considérant que la pérennité du véhicule et des voitures en général n'était pas remise en compte, la plupart des pays se sont appuyés sur l'automobile pour concevoir tout un tas de politiques publiques qui ont favorisé son déploiement. En gros, la voiture est devenue un fondement de notre société. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas questionné en termes de place. Et au cours du temps, on a donc développé tout le système qui va autour jusqu'à se retrouver avec des espaces divisés entre espaces de travail et espaces de consommation, entre les espaces de loisirs, etc. Une société éclatée où le transport en voiture devenait nécessaire pour le quotidien des personnes. Ce qui n'est pas dans l'absolu un problème si vous considérez que la voiture ne sera jamais remise en cause. Ce qui devient un problème dans le cas actuel, où aujourd'hui, on tente de se débarrasser, ou du moins de transformer ce dispositif technique, parce qu'on se rend compte qu'il est générateur de gaz à effet de serre et qu'on veut éviter l'emballement climatique. Et dans ce cadre-là, ce qui s'est très clairement passé, c'est que, très loin d'abolir les distances, ce qui a permis la vitesse, la surpuissance des véhicules motorisés, c'est justement de créer des distances. Elles ont écarté les personnes, elles ont écarté les activités. Et finalement, elles ont généré une distance qu'elles seules étaient capables d'abolir. Parce qu'aujourd'hui, par la marche ou par le vélo, dans la plupart des cas, nous ne sommes pas capables de couvrir les distances que nous permettent de couvrir les véhicules. On se retrouve donc coincé. Dans ce cas concret, la voiture a fini par constituer un monopole radical sur un besoin qui est essentiel, qui est celui de se déplacer. Résultat, quand un jour on veut changer, parce que politiquement, là c'est pour le changement climatique, mais politiquement pour une raison ou pour une autre, la technique commence à constituer des verrous. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que toute technique, on a pris l'exemple de la voiture, est porteuse de trajectoire, qui ouvre, c'est ce qu'on a souvent en tête, des champs de possibles, mais qui contribue aussi à fermer certains champs de possibles. Et à ce titre-là, il faut à minima interroger ces techniques et les considérer comme des objets politiques. Alors justement, considérons les techniques comme des objets politiques et essayons de déconstruire certains mythes autour des techniques de l'ingénieur, de l'ingénierie en général, qu'on appelait les mythes de l'ingénieur. Le premier des mythes veut que, qui ne sont pas d'ailleurs souvent formulés comme ça, hein, qui restent des implicites, ce qui est aussi un problème du coup. Les techniques sont moralement neutres, c'est-à-dire qu'une technique en elle-même n'est pas porteuse de valeur. C'est un objet et que ce qu'elle va véhiculer comme valeur dépend simplement de l'usage qu'on en fait. Vous avez typiquement l'exemple du couteau, c'est celui qu'on prend tout le temps. Vous coupez le pain ou vous tuez quelqu'un, très bien. Mais en fait, le simple fait de savoir que l'autre a un couteau sur lui est porteur de valeur. Le design même du couteau, en fait, est porteur d'une certaine culture, d'un certain imaginaire. Ici, et puis c'est ce qu'on a dit, elle favorise des usages et bloque certaines... Vous prenez aussi, par exemple, un exemple qui est parlant, c'est quand vous concevez des gobelets en plastique jetables, il y a une valeur du tout jetable dans l'objet lui-même. Vous ne pouvez pas l'utiliser sur une longue période.
Un second mythe qui rejoint finalement le premier, c'est que les techniques sont politiquement neutres. C'est ce qu'on vient de dire, elles ne seraient pas porteuses d'une dimension politique. Sauf qu'en fait, elles relèvent et sont vecteurs de domination. On parlait, pour rigoler, des mâles blancs qui étaient en SUV. Bon, c'était à moitié une blague en réalité. Si vous regardez des distinctions ou des différences, des inégalités sur qui possède quoi d'un point de vue technique, on voit bien qu'il y a des grosses différences. Et puis là, typiquement, vous avez un accident, vous êtes dans une voiture d'étudiant, 2 chevaux, c'est l'exemple qui me vient, mais peut-être plus récent, et un énorme 4x4. Bon, typiquement, les dégâts ne vont pas être les mêmes. Bref, vous avez compris l'idée. Et puis ça relève de choix, en fait. Une technique, avant de la déployer, il y a des choix politiques qui sont pris par votre hiérarchie en général, et puis dans les manières de les utiliser. Les techniques seraient autonomes. Alors c'est un mythe qu'on retrouve de part et d'autre des technophiles ou des technophobes, même si je ne suis pas sûr que les technophobes existent réellement. Les technophiles, c'est un peu l'idée de on n'arrête pas le progrès. Le progrès est bon en soi, on va dans la bonne direction. Les technophobes, eux, ce serait plutôt le système s'est emballé, on ne va pas pouvoir l'arrêter, dans le sens il nous échappe, on ne sait pas quoi faire. Donc ces deux visions, pourquoi pas, pour la deuxième, pourquoi pas, mais elles sont déresponsabilisantes, c'est-à-dire que c'est une manière de se dire qu'on n'a plus d'emprise sur le système technique, qu'on ne peut plus rien y faire. Ça, c'est d'une part, et d'autre part, quand on analyse, le meilleur exemple c'est l'IA et les travailleurs du clic, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais c'est l'idée qu'en fait, derrière tout système technique le plus sophistiqué qui soit, et l'exemple qu'on peut prendre, c'est l'intelligence artificielle, on se rend très vite compte que ça a besoin d'humains pour tourner, et de beaucoup d'humains. Que ce soit dans la récolte de données, ou même dans le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Et puis enfin, ce qui va nous intéresser là pour la fin, où on va essayer de se donner quelques pistes collectivement, parce que je parle en tant aussi qu'ingénieur, donc des choses qui peuvent m'aider aussi, en théorie, c'est que les ingénieurs ne sont pas des décideurs, donc ne sont pas responsables. Alors déjà, ils ne sont pas décideurs, on va voir que c'est faux, qui décident à bien des échelles et à bien des niveaux, et qui ont des marges de manœuvre. Et donc, qui sont en partie responsables. Et donc là, c'est pour résumer un peu ce qu'on vient de vous dire, et qui est un des propos les plus importants, c'est de... En fait, on a l'habitude en physique, en maths, etc., d'isoler des systèmes. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'on ne peut pas vraiment le faire quand on parle de techniques qui appartiennent à un système socio-économique, qui sont encastrés dans le système, ou dans des trajectoires qui sont plus globales. Donc les développements technologiques relèvent de choix et influencent ces choix en retour. Ils ne sont pas dissociables de leur contexte de conception et d'utilisation. Ils relèvent du politique, de l'économique et du social. Donc là, que faire? Quelques pistes. Donc typiquement, individuellement, là où on peut agir, et après ça dépend évidemment de chaque fonction, de chaque profession. Choisir sa formation, déjà. Donc j'espère que votre école vous plaît. Sinon, vous pouvez toujours changer d'école, choisir vos cours, des modules particuliers, faire des doubles diplômes, etc. Ou juste ne pas être ingénieur, c'est une option. Choisir votre secteur d'activité ou de recherche. Typiquement, il y a un énorme enjeu de développement de techniques qui soient compatibles. Donc, quand on dit technique, on l'entend au sens large, hein. Tout ce qui est par exemple matériaux biosourcés, même des méthodes ou des façons des protocoles pour identifier quelles sont les techniques et les usages qui sont incompatibles avec les enjeux qu'on vous a présentés. Il y a un énorme enjeu de recherche pour voilà, identifier tous ces points. Vous allez choisir sa structure en fonction de ses valeurs, donc entreprise, association, entreprise des communs, entreprise à mission, qu'est-ce qu'il y a des sociétés coopératives, etc. Influencer le cahier des charges. Alors là, on pourrait y revenir si vous avez quelques questions là-dessus, mais c'est l'idée que même dans le cas d'un ingénieur génie civil, où c'est souvent là où on a le plus de retours de « je ne suis pas responsable, c'est l'archi qui décide », on peut faire des propositions. Alors très bien, elles ne seront peut-être pas retenues, mais on a au moins une marge de manœuvre là, faire des propositions. Ce qui est bon. On peut s'en contenter, on peut aussi ne pas s'en contenter, et si ça a vraiment créé des blocages, alors génie civil ou pas,
on peut démissionner. Alors là, les ingénieurs, on a de la chance, il n'y a que 2% de chômage. C'est globalement les chômages de transition, quoi. C'est pas du chômage de masse. Vous ne retrouverez probablement pas à la rue, à moins que vous ayez des valeurs et que vous cherchez des métiers qui correspondent, enfin des valeurs qui soient différentes. Des valeurs qui soient différentes des offres de stage postées. Et sinon, vous pouvez lancer l'alerte. Il y a pas mal d'exemples d'ingénieurs ou non d'ailleurs, qui lancent l'alerte quand ils pensent que certaines choses rentrent en conflit avec l'intérêt général, pour parler globalement. Et collectivement, choisir un engagement syndical pour vous poser des questions collectivement, ça peut être sympa, ou pour militer. Et choisir une forme d'organisation du travail qui vous convienne. Alors là, on revient aux sociétés coopératives, aux associations, aux entreprises à mission, etc. Et puis de manière transverse, vous pouvez renoncer d'ores et déjà aux imaginaires incompatibles, c'est-à-dire que chaque humain soit équipé d'un SUV de 4 tonnes électriques. Je ne suis pas sûr que ce soit un imaginaire vraiment compatible avec les limites qu'on commence à identifier. Ça va avec renoncer aux technologies qui seraient incompatibles avec ces limites-là, en tout cas aux usages qu'on en fait, encore une fois, on ne peut pas dissocier les deux. Fermer les technologies qui sont incompatibles, typiquement les centrales à charbon, on commence à voir qu'il y a beaucoup de plans qui se font dans beaucoup de pays pour fermer, par exemple, des productions d'énergie qui sont vraiment très émettrices de CO2. Prendre en compte les minorités et hautes cultures techniques, ça c'est... il y a un chercheur il n'est pas le seul, mais dont le livre a plutôt bien marché. Le livre s'appelle Quad 9, il s'appelle David Edgerton, ce chercheur, c'est un historien des techniques. Et il montre à quel point faire une histoire de l'usage des techniques est important, parce que ça montre à quel point on peut adapter des techniques à des contextes, à des cultures, et prendre ça en compte, c'est probablement s'aider dans la recherche de techniques, de technologies, d'innovation qui soient compatibles avec les limites. Et puis donc voilà, développer les deux points ensemble, développer des techniques qui sont compatibles globalement avec les enjeux. Techniques conviviales, dira-t-on. Alors là, bon, je vais passer en fait les 4 points, là, vous pourrez les lire, mais globalement, c'est demandez-vous si votre action reflète ce à quoi vous aspirez, si ça colle avec vos valeurs. Puis là, sinon, c'est reportez-vous à l'éthique. Il y a des cadres éthiques, ce qu'on appelle l'éthique, c'est ce qui guide l'action individuelle, qui peuvent aussi vous aider. Et puis enfin, là, c'est une piste. L'ingénieur, on l'a vu avec l'histoire tout à l'heure et la définition qu'on peut en avoir, on a souvent une vision très expert ou sachant et non sachant, ignorant. On a souvent une vision il y a des experts techniques qui prennent des décisions qui sont donc bonnes, puisque ce sont des experts, et qui vont être utiles ou guider ou servir l'intérêt général des non-sachants ou de la masse, quoi. Pareil, c'est une vision qu'on ne formule pas forcément en ces termes, mais qui reste un implicite, souvent. Du coup, là, c'est légitime de se poser la question de est-ce que ce modèle, cette vision des choses, elle est pertinente dans le contexte actuel des limites planétaires. C'est légitime parce qu'on l'a vu, les conséquences de ce qu'on est en train des modifications de l'environnement vont toucher tout le monde. Et principalement les gens qui ne décident pas en soi. Donc comment prendre en compte comment piloter plus collectivement les développements technologiques futurs, les développements techniques. Une première étape, c'est d'organiser des concertations, des conventions, des auditions. Le meilleur exemple, c'est la Convention citoyenne pour le climat, qui a été un bon exemple, mais qui en a aussi montré grandement les limites. C'est-à-dire qu'on prend des gens au hasard, ce n'est pas forcément représentatif. Les discussions sont souvent aussi cadrées par des experts. Et enfin, on n'est pas du tout obligé de suivre ce qui en ressort. Donc, admettons qu'on ait envie de piloter collectivement, en fait, de choisir collectivement où on va, quoi, d'un point de vue technique. Admettons qu'on a envie de le faire collectivement, on peut aller un cran plus loin et se dire, bon, en fait, chacun a son mot à dire, il est légitime et on va le prendre en compte. Et là, on arrive sur quelque chose qu'on peut appeler la démocratie technique. Et ce serait une convention citoyenne, organisée peut-être plus massivement, à d'autres endroits plus localement, mais dont on prendrait réellement en compte les conclusions. Donc voilà, pour l'ingénieur, ça revient à participer, et non pas piloter, participer au pilotage des développements technologiques. Et donc là, trois questions qu'on s'est notées et qui peuvent être utiles, que ce soit pendant ses études ou pendant l'exercice de ses fonctions. À quelle trajectoire personnelle
quelle trajectoire personnelle prenez-vous? Où est-ce que vous allez en tant qu'ingénieur, quel sera votre rôle? Quel métier vous allez exercer? Donc, quelle sera votre fonction aussi? À quelle trajectoire technique vous contribuez? Et puis, est-ce que ces trajectoires sont-elles compatibles avec les limites planétaires et la structure sociale souhaitée collectivement ou individuellement? Je crois qu'on vous a dit l'essentiel de ce qu'on voulait dire. On peut passer à des questions. Merci. Par rapport justement à la toute dernière question, est-ce que seulement il est possible que des trajectoires qu'on choisisse soient compatibles en vue du système, que ce soit macroéconomique, politique, social, dans lequel on évolue actuellement? Est-ce que c'est seulement possible d'avoir une trajectoire, qu'elle soit technique ou personnelle, qui soit justement compatible avec ces limites planétaires en vue de justement le fait qu'on vit quand même dans un système où on va avoir de la part de nos supérieurs hiérarchiques des impératifs de rendement, enfin économique je veux dire, de production, ça va devoir s'inscrire dans une logique qui est globalement, on ne va pas parler des mots, mais capitaliste. Donc, comment est-ce que c'est seulement possible en fait d'avoir une trajectoire qui sera à la fois dans le système et pour autant en conciliant les limites qu'on a vues, en restant dans ces limites-là et en restant dans la structure sociale qu'on s'est fixée. Alors, pour commencer une réponse, du coup, là, ça va être notre avis, parce que réellement, t'as pas de... Je pense que ce serait difficile d'arriver à des méthodes scientifiques qui te donnent une réponse à ça. Mais du coup, alors déjà, tu peux coller à tes valeurs personnelles. Tu peux essayer de le faire au mieux. Et ensuite, d'un point de vue compatibilité avec le système en général, ça, c'est toujours la grande contradiction entre sa trajectoire individuelle et ce qu'on constate de l'évolution du système. Est-ce que c'est possible? Espérons. Et même si ce n'était pas le cas, il faudrait peut-être continuer de croire que ça l'est, parce qu'on tomberait dans un peu le mythe numéro 3 là, qui constituerait à dire en fait le système s'est emballé, on ne va pas pouvoir l'arrêter, donc on fait juste plus rien, quoi. Donc essayer de ne pas tomber dans ce mythe, même si c'est difficile. Et voilà. Et un autre point, c'est que pour déterminer si c'est possible ou pas, les blocages technologiques dont on parlait tout à l'heure vont probablement nous aider. C'est-à-dire que si tu veux revenir, si tu veux vraiment organiser des modes de déplacement qui soient décarbonés, comment tu fais pour que ce soit possible, juste d'un point de vue socio-économique, que les gens retrouvent des travails qui soient proches de chez eux, quoi. Et ça, c'est pas dit, mais probablement qu'on peut essayer de le faire et qu'en partie, ça permettra de corriger le tir. Est-ce que ça suffira? Je sais pas. Ouais, les trajectoires, en tout cas, elles sont théoriquement possibles. C'est une première étape. On voit comment on peut les dessiner. Deuxième point, tu l'as dit, c'est qu'il y a des blocages au niveau du système, au-delà du rôle de l'ingénieur socio-économique. Tu as dit, c'est comment on contribue aussi à travers les choix qu'on fait à le changer, et au-delà de son rôle d'ingénieur. Et au-delà de ça, de toute manière, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en fait, on a parlé de limites, mais c'est un concept un peu ferme. Il n'y a pas de mur au bout. Au bout, dans tous les cas, il y aura des gens qui vont vivre. C'est pas une apocalypse où tout le monde meurt d'un coup, etc. C'est juste pire ou moins pire. Et quoi qu'il en soit, il y aura toujours des êtres humains qui trouveront à vivre dans des conditions plus ou moins dégradées. Donc la question, c'est en effet comment est-ce que tu essayes de transiter le plus rapidement possible vers quelque chose de moins pire. Et là-dessus, en tant qu'ingénieur, déjà la petite 1, c'est d'essayer d'inventer. Il y a plein de techniques qui restent à inventer pour ouvrir ces champs de possibles, parce qu'elles n'existent pas. Il y a plein de choses qui restent à développer. Mais du coup, incompatible, non. Pas gagné, oui. Une des manières de le faire aussi, j'y pense, on a vite fait aborder de manière un peu douce les contestations sociales, on l'a rapidement mentionné de manière implicite. Mais il se trouve qu'il y a un bouquin qui est fabuleux là-dessus. C'est un bouquin de François Jarige qui s'appelle Technocritique, où il décrit justement, qui reste une histoire assez marginale du développement technique, surtout à partir de la révolution industrielle. Mais je vous parle de ça parce que c'est intéressant de se dire que si on prend le temps d'écouter, surtout en tant qu'ingénieur, quand on va aller, par exemple, il y a plein d'ingénieurs qui sont dans le développement solaire ou éolien. C'est pas pour parler du solaire ou de l'éolien en particulier, on s'en fout. C'est juste pour dire que souvent ils sont confrontés à des contestations
de gens qui possèdent les terres ou des gens qui habitent près de ces techniques, qui veulent implanter. Ils essayent de les prendre en compte, mais surtout, ils essayent de passer outre. Ils essayent d'implanter leurs techniques, quoi qu'il arrive. Et en fait, on se rend compte que, et même historiquement, du coup, c'est pour ça que je parle de Jarige, que quand il a fallu, par exemple, déployer la voiture, il y a eu beaucoup de contestations sur le déploiement de la voiture. Ça faisait des morts parce qu'on n'était pas habitué. Les villes n'étaient pas du tout conçues pour ça. En gros, la première ville conçue pour ça, je crois que c'est Los Angeles, en 1920, qui est vraiment construite pour la voiture, dans une grande ville des États-Unis. Et donc, prendre en compte ces contestations sans les discréditer, parce que c'est juste des gens qui n'aiment pas le changement, parce qu'ils ont peur des techniques, parce qu'ils vont perdre leur... Prendre en compte vraiment ces points-là et se dire qu'il y a un réel point politique en fait derrière, ça peut nous permettre de cibler des trajectoires qui soient compatibles. Et aussi, je pense, un autre point qui sera nécessaire mais pas suffisant, c'est les négociations internationales. C'est-à-dire que s'il y a un seul pays aujourd'hui qui se met dans une trajectoire radicalement différente, il a peu de chances de s'en sortir à moyen terme. Peu de chance, en réalité, j'en sais rien, mais bon, ça semble compliqué, quoi. Donc ça semble être une condition nécessaire, que tous se mettent d'accord sur des trajectoires. Moi, j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit sur le rôle de l'ingénieur. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi un problème en France qui est que les diplômes d'ingénieur sont validés par la CTI? La CTI qui n'est pas un organisme démocratique dans le sens où ce sont d'anciens ingénieurs. Historiquement, ça a été créé par des industriels. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que il y ait une question sur le rôle des formations d'ingénieurs, que ça revienne à l'éducation nationale pour voir ce qu'on fait, parce que malheureusement, il y a nos convictions personnelles, mais beaucoup de convictions personnelles, en fait, n'ont pas forcément la possibilité d'éclore, tout simplement parce que certaines choses ne sont pas enseignées en école d'ingénieur. Et par rapport au rôle dont vous parliez, par rapport aux relations avec la technique, on voit de plus en plus d'écoles d'ingénieurs être obligées de mettre de plus en plus de cours de sciences sociales, et certaines écoles d'ingénieurs. J'ai des amis qui ont un diplôme d'ingénieur, mais qui sont à milieu de faire quoi que ce soit qui puisse être qualifié comme de l'ingénierie en sortant de l'école. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème dans la construction même dans la formation même d'une partie du corps d'ingénieur qui est actuellement? C'est quoi? C'est-à-dire quoi? Tu fais quoi? Ouais, je fais court. Non, question ultra intéressante. Donc, je ne vais pas appeler ce soir à la dissolution de la CTI. Il y aurait Non, clairement pas. Mais Non, mais c'est une question vraiment intéressante et essentielle à se poser. Tu as complètement raison. En gros, l'histoire, pardon, je vais faire court, mais l'histoire de la création de la CTI par certains sociologues et historiens, donc je vous renvoie à ces gens-là, c'est aussi une tentative pour les ingénieurs de réaffirmer leur rôle et leur place dans la société. À une époque peut-être où leur métier était un peu moins en vogue, où ils avaient peut-être moins de prestige, et il y avait beaucoup de chômage. Donc c'est une manière de se protéger, c'est la création de la CTI. Alors oui, du coup, il y a, par rapport aux entreprises, je vais essayer de prendre point par point. Partons des SHS. Les SHS dans les écoles, ça c'est une très belle histoire que je vous encourage à lire, de Antoine de Rouet et Simon Paille, qui ont écrit un petit mémoire là-dessus, sur la place des SHS en école d'ingénieur. Je vous assure que c'est moins chiant que ça a l'air, où ils décrivent vraiment quelle place ça a eu dans les formations, et on se rend compte que ça a eu une place avant tout utilitariste, c'est-à-dire vraiment de réduction des conflits sociaux pour augmenter l'efficacité et la production. Et pas du tout une place de se questionner et comprendre le monde et les mécanismes pour arriver sur des trajectoires qui soient compatibles. On n'en était pas du tout là. Les SHS font des gens qui ne sont pas capables de faire de l'ingénierie, ça je suis vraiment pas sûr. Ça dépend des écoles. S'il y a vraiment des écoles qui font que des SHS, bon, peut-être, mais sortant de prépa, et ensuite la plupart des écoles de généralistes, ça on le remarque bien, ont des programmes qui sont énormément chargés de management qui sont arrivés dans les programmes avec la création des écoles de commerce dans les années 80, 60, 70, 80, et les écoles d'ingé ont modifié leur programme pour pouvoir concurrencer. Donc on a depuis longtemps des ingénieurs qui sont plus vraiment capables de faire des trucs techniques incroyables, dans beaucoup d'écoles généralistes en tout cas.
en tout cas, qui ont perdu de l'expertise peut-être par rapport à des écoles qui restent sur des sciences fondamentales comme des centrales, le SPCI. Voilà, j'ai fait court. Et oui, et donc non, dernier point, les entreprises dans les écoles, je ne sais pas trop comment c'est dans la vôtre, j'imagine que c'est comme dans des écoles, comme dans la plupart des écoles. Dans les filières généralistes, on sent l'emprise des entreprises parce qu'il y a beaucoup de missions, beaucoup de projets, beaucoup de choses comme ça. Et donc, on se dirige peu à peu vers une trajectoire on doit répondre aux besoins des industriels, où on qualifie dans des documents, c'est peut-être le cas dans votre école, vous irez regarder, c'est intéressant, on qualifie les élèves de produits. Donc, on vous produit pour ensuite vous envoyer sur un marché du travail. C'est une vision assez intéressante des choses. Mais c'est encore pire dans les formations par apprentissage, où là, vraiment, le but, enfin, de ce point de vue-là, ce n'est pas un jugement, mais de ce point de vue-là, les formations par apprentissage, c'est répondre à un besoin industriel. Et donc ça, complètement, peut-être qu'il faudrait revenir à une façon de voir les choses qui nous permettent de servir réellement l'intérêt général, en revenir à une définition des années 1930, comme le définissait la CTI au début. Ouais. Est-ce que je peux, puisque vous avez parlé de la création de la CTI et que nous sommes à l'ESPCI, vous rappeler ou vous dire qu'un des protagonistes en fait, à la création de la CTI, c'est un ancien de l'école qui s'appelle Paul Bouchereau. Voilà, donc quand vous parlez de la CTI, réfléchissez 2 fois. Oui, du coup, pour revenir sur comment la formation des ingénieurs et ce qu'on apprend, enfin, le lien avec les entreprises, ce serait peut-être aussi l'occasion, enfin, ce serait bien que les élèves, peut-être avec la disparition de la CTI, ou enfin, je ne sais pas, on ait plus un choix en gros sur la direction de l'école, notamment vis-à-vis des entreprises, parce que par exemple, à l'ESPCI, les chaires, c'est Michelin, Schlumberger, BP, Total, enfin j'en oublie sans doute, mais enfin bon, ça fait pas super rêver quoi, quand on a un semblant de conscience écologique. Et voilà, enfin en fait c'est juste, ouais, ce serait bien que ça évolue dans ce sens, parce que enfin moi j'ai jamais eu l'impression qu'on me demande mon avis sur qui file les thunes à l'école quoi. Juste pour préciser quand même, il n'y a pas de chaire totale à l'école, d'accord, il n'y en a plus. La chaire Michelin non plus, elle n'existe plus. Il y a une chaire avec Thales, il y en a une avec Safran, et après, il y en a une autre il y en a une autre en cours. Après, je suis d'accord avec toi, peut-être plus pour parler des orientations de recherche à proprement parler. Je pense que c'est plus ça l'intérêt, mais les chaires à proprement parler n'existent plus sous cette forme-là. Alors, du coup, là-dessus, 2 points, il y a sur la formation et sur la recherche. Je pense que pour commencer sur la formation, ce qui est le frein fondamental, c'est les étudiants sont là pour 3 ans. Pour peser vraiment sur la gouvernance, sur les choix qui sont faits en matière de formation, il faut s'organiser, quoi. Il faut s'organiser. Et pour faire une histoire, Ingénieurs sans frontières, on dit souvent une anecdote qui est un peu caricaturale, mais qui résume bien la situation. On dit que avant 68, il y avait des syndicats dans les écoles, et qu'après 68, il y a eu des BDE. C'est de dire qu'avant, on faisait de la politique dans les écoles, et après, on a organisé des soirées, quoi. Donc, non, mais c'est grave intéressant parce que vraiment, ça en dit beaucoup sur l'état de nos écoles aujourd'hui, qui est, par rapport à la relation élève et gouvernance, j'entends, c'est qu'on ne pèse plus du tout sur les choix qui sont faits en matière de formation. Et d'ailleurs, quand on essaye de le faire, il y a beaucoup d'écoles dans lesquelles des étudiants s'organisent en assos, en syndicats, ça commence à revenir, pour peser sur ces choix-là, où on leur oppose que vous êtes étudiant, vous n'avez rien à dire sur votre formation. Bon, il faut s'opposer à ça, je pense. On est pressé, quoi. Genre, il faut y aller, quoi. Donc, le truc, c'est il faut, par les moyens, on va dire, respectables, essayer de peser sur ça et s'organiser pour faire en sorte qu'on soit formé à ça. Et pas seulement qu'on se sensibilise entre nous. Parce que la première étape, c'est vous arrivez à obtenir une école banalisée, trop bien, vous allez organiser des ateliers entre vous, c'est sympa.
mais quand est-ce qu'on est formé, quoi? Quand est-ce qu'on nous apprend des techniques? Quand est-ce qu'on fait de l'ingénierie, des sciences qui nous permettent réellement de répondre aux limites planétaires? Et alors pour la recherche, je ne vais même pas essayer de répondre, j'ai l'impression que c'est beaucoup bloqué. C'est un sujet que je n'ai pas trop étudié, mais en entendant quelques enseignants-chercheurs, ça a l'air d'être vraiment très compliqué de pouvoir orienter sa recherche comme on l'entend, avec des financements qui viennent de l'Europe, avec des grilles assez rigides. Mais bon, voilà, j'en dirai pas plus, j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué. Dans pas mal de diapos, vous avez parlé de l'aspect économique et social. Et je sais que particulièrement à l'ESPCI, on a, je trouve, assez peu de sensibilisation en fait, à ces aspects sociaux, économiques et politiques. Et du coup, comment nous, en tant qu'ingénieurs, pas forcément formés à ces questions-là, justement, on gère notre manque de connaissances sur le sujet pour prendre ces décisions et ces trajectoires par rapport aux enjeux de la société sur ces aspects-là. Yes, alors je pense une piste qui me paraît vraiment intéressante, c'est non plus de se placer en tant qu'expert des techniques, mais de fait, quand on se passe en tant qu'expert technique, on a tendance à du coup en faire c'est coût-efficacité délai, quoi, c'est comme ça, et en faire ce qui est au-dessus des considérations socio-économiques. Du coup, un des meilleurs moyens de les intégrer, c'est de se déplacer de cette position d'expert à une posture d'animateur, en fait, où on va réussir avec cette posture d'animateur à prendre en compte des avis d'autres experts, des avis de la société civile. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est participer à piloter collectivement les développements technologiques, c'est être animateur de la démocratie technique. C'est réussir à prendre en compte et à considérer les oppositions, les propositions, etc., comme des considérations politiques qui peuvent nous mener à des meilleures trajectoires. Et ce n'est pas forcément de se dire on doit être formé à l'ensemble des SHS, être des experts en anthropo, en sociaux, en histoire, et en plus de ça en technique et en sciences. Et c'est plutôt se déplacer de cette posture, quoi, et de faire preuve d'un peu d'humilité, je pense. Ouais. Et du coup, de manière très personnelle, comme ça, tu ne peux pas changer le programme à l'instant T, on peut se battre pour faire évoluer les programmes. Et sinon, c'est sur ton temps perso, malheureusement, c'est tes lectures. C'est aussi une possibilité, surtout quand on est une école d'ingénieur et qu'on a un beau bagage, c'est de faire des doubles diplômes. Il n'y a peut-être pas assez, mais il y en a de plus en plus, d'ingénieurs qui font un double diplôme à l'EHESS pour s'interroger sur certaines questions sociales vis-à-vis des techniques qu'ils véhiculent. Donc ça, c'est une super opportunité. Ça me permet justement de faire le pont. Justement, est-ce que vous auriez des lectures à conseiller, des références vis-à-vis de cette question de comment penser la technique, parce que par rapport à tout ce que vous avez dit, d'un autre côté, je me rends compte qu'on baigne pas mal dans cet imaginaire où la vision d'ingénieur, on l'a surtout eu dans un ingénieur pour l'industrie, on entend peu parler de même simplement de formes d'entreprises qui sont différentes, qui seraient plus en accord avec nos valeurs, ou même purement sur un travail sur notre imaginaire, parce que je pense que c'est par ça qu'il faut commencer par changer si on veut développer des techniques qui sont plus en accord avec nos valeurs perso. Donc, est-ce que vous auriez des lectures pour prendre du recul par rapport à la société, la technique en règle générale, mais pour changer cet imaginaire-là, pour pouvoir prendre du recul et penser ça? Ou peut-être que c'était prévu à la toute fin de votre conf, mais dans ce cas-là, voilà, voilà. Non, on a oublié de faire une slide référence. T'avais pas fait la slide 99, non? Bon, je commence. Okay, moi, il y a 3 livres qui m'ont énormément apporté. C'est Quoi de neuf de David Edgerton, qui est un historien des techniques, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, et qui fait une histoire qui est pas du tout occidentale des techniques. Qui est vraiment, il se concentre sur l'usage des techniques dans des pays qu'on qualifie de sous-développés. En fait, on se rend bien compte que dans leurs usages, ils sont bien plus intelligents, ingénieux que nous, en adaptant parfois nos déchets. Typiquement les voitures qui sont plus admises en circulation en Europe et qui vont avoir en fait 4 ou 5 vies de plus en passant par l'Inde, l'Afrique, etc. Et qui sont retapées et qui marchent bien en fait. Bon, voilà, c'était un exemple un peu caricatural, mais l'idée est vraiment top. Il y a François Jarige qui a écrit Technocritique,
Alors là, franchement, s'il y a un livre à lire, je pense que c'est peut-être celui-là, parce qu'il remet vraiment un spectre social dans le rôle qu'on a eu et qu'on peut avoir. Et il parle vraiment en fait, de toutes les contestations qu'il y a eu autour des développements techniques. Et c'est assez impressionnant, assez riche. Ça reste une histoire marginale, mais qui, à mon avis, est essentielle pour nous aujourd'hui. Juste pour se dire, en fait, les techniques font vraiment partie de trajectoires socio-économiques. Et puis le dernier bouquin, qui est écrit par une philosophe et une sociologue, donc 2 femmes qui écrivent sur les ingénieurs, c'est pas forcément courant, et qui ont écrit un super livre qui s'appelle Quelle éthique pour l'ingénieur. Et alors, pareil, ça a l'air un peu moins chiant que le titre, mais ça parle pas forcément que d'éthique, ça parle beaucoup des techniques, de notre rapport justement aux mythes, à comment déconstruire des cadres qu'on peut avoir, et puis surtout comment guider, en fait, c'est pour ça qu'il y a le mot éthique qui nous parle en général pas, mais c'est comment guider notre action individuelle. Et du coup, ça allait par rapport à un point de vue individuel, mais aussi collectif, dans l'entreprise, par rapport aux enjeux environnementaux, et puis par rapport aux enjeux sociaux, techniques. Et le livre est vraiment très très riche, la lecture est vraiment dense, c'est aux éditions Charles Léopold Meyer, et il est disponible en PDF, gratuit en ligne. Et voilà, vraiment celui-là aussi est top. Tu vas nous conseiller du Bourdieu, c'est ça? Non. Oui. Non, mais du coup, pour les techniques, ouais, je plus vois. Un autre point, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas forcément un SHS, mais en fait, vous baignez dans une culture qui en est imprégnée dans vos réflexes, dans ce que vous pensez. En réalité, vous avez tous en vous une petite idéologie économique, des intuitions qui vous ont été véhiculées par la société et qui aujourd'hui construisent votre rapport au monde et construisent du coup votre rapport à la technique et construisent du coup votre vie en tant qu'ingénieur au-delà même des questions techniques. Et à ce titre-là, je pense qu'il est aussi intéressant de s'interroger pour déconstruire ces présupposés, qui justement sont juste des présupposés, puisque la plupart d'entre vous n'ont jamais suivi un cours d'économie, ou si c'est le cas, sûrement très introductif. Et à ce titre-là, moi, il y a un ouvrage que je recommande, qui justement s'attelle pas mal à casser des idées préconçues sur l'économie, sans être dans des trucs très compliqués, justement. On est dans de la grande histoire. C'est 5000 ans d'histoire de la dette, de David Graeber, Graeber. Paix à son âme, mort le 2 septembre dernier. Bref, et du coup, là pour le coup, c'est pas de l'économie fondamentale. Je ne ferai pas d'économie très complexe, qui remet, enfin, après vous verrez ça plus tard si vous voulez. Mais là, du coup, ça cache juste tous les grands mythes et les grands présupposés sur l'économie marche comme ça. L'avant c'était le troc, ensuite la monnaie, toutes les questions de financiarisation. Ça refait un grand circuit historique et ça casse vos présupposés. Un deuxième point, c'est que je pense aussi, si vous êtes là, c'est que vous avez quand même une micro-sensibilité au moins pour les questions environnementales. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour commencer à cerner plein de limites à la fonction d'ingénieur, à la technique et à vos présupposés. Là, on essaie de le montrer brièvement dans notre conf. In fine, en creusant ces sujets-là, vous allez être amené à vous interroger sur les sciences sociales. Un des grands messages du Shift Project qu'on véhicule tout le temps, c'est justement de dire que dans les échelles de temps qui viennent là, il n'est pas suffisant de compter sur la technique ou sur le déploiement massif de n'importe quelle technologie, et qu'il faudra grosso modo faire ce qu'on appelle des efforts de sobriété. Ça veut dire réduire notre consommation. Quand vous en arrivez à cette conclusion-là, vous en arrivez à une conclusion simple, c'est qu'en fait, c'est une question sociale et économique. Et donc, naturellement, vous allez devoir la traiter sous cet angle-là. Donc, je pense qu'en creusant naturellement votre intérêt pour ce sujet-là, vous y arriverez. On pourrait... Non, on peut citer peut-être par exemple Ivan Illich. Ça peut être intéressant comme lecture. On l'a cité tout à l'heure avec des ouvrages, et toute l'écologie politique des années 70, en fait, qui est un peu une école avec laquelle on a complètement perdu le pied, qui est tombé dans les abîmes de l'histoire, mais qui a vu poindre tout ça. Enfin, quand on vous a parlé, là, le modèle vous a présenté sur la vitesse généralisée de l'automobile, qui a plein de défauts par ailleurs, on pourra en discuter après si vous voulez. Les considérations de mi-dose, tout ça, c'est les années 70. Les modèles étaient là, les considérations politiques étaient là. On vient de vivre un peu un gouffre de 50 ans, où comme on l'a montré sur la courbe, ça s'est bien accéléré, on était encore très loin des problèmes à ce moment-là, il y a sûrement à aller piocher là-bas. Donc j'ai dit Nietzsche comme ça, mais grosso modo pour vous, ça sera plutôt énergie et équité, si ça vous intéresse comme ouvrage, ou la convivialité, qui est peut-être un peu plus philosophique, mais... Ouais, derrière, je sais pas, on a combien de temps encore? On est bien? 30? Ah, top.
Ok, moi c'est juste sur le fait que là vous avez fait surtout une conférence pour des gens qui auront un diplôme d'ingénieur et du coup vous ne questionnez pas le choix du métier d'ingénieur en tant que tel. Et c'est parce que là aussi c'est des gens qui auront un diplôme d'ingénieur, mais vous allez peut-être conseiller des lycéens sur leur choix d'orientation. Et s'il y a quelqu'un qui a des convictions écologiques, est-ce que le métier d'ingénieur c'est un choix sur lequel on a une emprise sur le monde? Et est-ce que là c'est pas juste le constat de qu'est-ce qu'on peut faire dans son petit écosystème une fois qu'on est après l'embauche? Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choix de parcours autres que l'ingénieur pour des gens intéressés dans les sciences qui auront aussi un impact sur le monde? Bah, typiquement, si moi je te réponds personnellement, je ne fais pas ingénieur aujourd'hui. Donc oui, je pense qu'il y a d'autres choses à faire qui sont peut-être plus efficaces pour l'instant. Enfin, là, c'est purement personnel, hein. Là, c'était des leviers ou des questions à se poser quand on est ingénieur, parce qu'on se retrouve souvent dans des situations où il y avait quand même le démissionner. On peut le suivre de reprendre des études. Mais non, on est souvent dans une situation un peu de, comment on appelle ça, d'éco-anxiété, mais de dissonance cognitive, quoi, avec la fonction qu'on nous donne et puis le rôle qu'on aimerait avoir. Du coup, il y en a plein d'autres des trajectoires. Je pense que dans chacune d'elles, tu peux trouver une manière d'être pertinent par rapport à ces limites-là. Il faut juste, et ça, je pense que c'est le plus important, et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup pesé en école. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais avec des camarades, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas le temps réellement de se poser des questions, quoi. On n'avait pas le temps de se poser et de réfléchir calmement, de poser des constats, des hypothèses, et de se dire où on en est et où on va. Et même pas d'un point de vue système, d'un point de vue personnel, quoi. Où je peux aller, qu'est-ce que je peux faire. Et on prenait pas du tout le temps de faire ça en école. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'asso Ingénieurs sans frontières, qui, au-delà du sans frontières et de mission de solidarité à l'international, fait beaucoup sur ces questions, organise des week-ends où justement on essaye de prendre le temps de se poser pour réfléchir à où on va aller en tant qu'ingénieur. Ça m'a beaucoup aidé. Mais voilà, surtout prendre le temps, quoi, de se poser ces questions. Pareil, quand tu es lycéen, tu passes tes semaines assis sur une chaise. C'est un peu difficile le soir au lycée de lire du Bourdieu, quoi, pour se demander dans quel système on est. Donc tu le feras pas, en fait. Tu le feras clairement pas. Et du coup, pareil, c'est essayer de donner du temps ou de faire prendre conscience qu'il faut prendre du temps pour se poser ces questions-là. Je pense que c'est la première étape, quoi. Et a priori, vous n'avez pas forcément beaucoup plus de temps quand vous travaillerez, donc c'est aussi le moment, petit 1. Petit 2, si on devait parler à des lycéens, je ne sais pas si on est à la salle, mais le petit 1, c'est même le plus important, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, parce que vous allez devoir le faire potentiellement longtemps, et surtout si ça ne vous plaît pas, de toute façon vous ne resterez pas. Vous pouvez faire ingénieur parce que vous pensez que c'est bien pour sauver le monde. Si ça ne vous plaît vraiment pas, à un moment vous allez partir, c'est pas forcément la bonne solution. Il y a plein de gens qui veulent être ingénieurs, vous inquiétez pas, hein, donc si ça vous plaît pas, le faites pas. Et le troisième point, par contre, c'est qu'on aura besoin d'ingénieurs. Par contre, ça c'est nécessaire. Il faudra absolument des ingénieurs parce qu'on l'a dit, il y a 2 trajectoires pour les techniques. Celle qu'il faut développer, ouvrir des champs de possibles, et il y a plein de choses à faire, soit dans les domaines de... Bon, il y a plein de noms que vous devez connaître, les low-tech et autres, tu peux en parler plus que moi si tu veux parler de tout ça. Toutes les pistes à explorer pour ouvrir des champs de possibles. Il y a surtout un nouveau rapport à l'ingénierie qui intègre le social. En gros, on a sûrement plein de techniques et plein de manières de faire qui sont à réinventer en considérant d'une part l'environnement, c'est fait de plus en plus, même s'il y a plein de dimensions à prendre en compte, et d'autre part les usages, d'autre part comment les personnes les utilisent, comment est-ce qu'on les conçoit pour qu'elles soient mieux utilisées, comment on les conçoit pour que leur utilisation induise certains changements sociaux. C'est des champs qui sont complètement explorés et où les ingénieurs ont un rôle à jouer. On a dit tout à l'heure, l'efficacité énergétique, ça progresse de 10% par an, ça suffit pas, enfin 10% sur 18 ans, ça suffit pas, mais pareil, ça serait dommage de s'arrêter là. Je veux dire, si les gens peuvent optimiser un peu pour nous éviter une catastrophe à l'instant T, c'est pas négatif. Et enfin, j'ai parlé de l'ouverture et des développements techniques, il y a aussi toute l'ingénierie de la fermeture. Parce qu'on l'a dit, il y a plein de technologies dont il va falloir se débarrasser. Il y a un héritage qu'on va devoir gérer, un héritage de déchets, un héritage de ruines, un héritage, enfin ruines au sens très large, hein, des choses qu'on n'utilisera plus. Une autoroute demain, ça devient quoi? Là, c'est des choses à inventer, et surtout, c'est des compétences techniques très fortes qu'il faut et pour lesquelles il faut des ingénieurs. Donc, en tout cas, pas de doute sur l'utilité in fine d'être ingénieur. La question, c'est plutôt les orientations. Et d'ailleurs, là-dessus, pour compléter, il y a plein de questionnements qu'on commence à avoir collectivement, et il faut qu'on réussisse à créer une continuité là-dedans. Vous allez être là 3 ans. Comment vous faites pour passer ces questionnements qui sont légitimes à ceux qui vont arriver en école?
Et c'est là tout l'intérêt d'avoir des organisations, qu'elles soient syndicales, associatives ou autres, qui permettent de faire ces liens. Et ça me paraît essentiel. On a un peu l'impression, et là, pareil, peut-être que vous le ressentez aussi, mais de vivre une nouvelle prise de conscience où on devrait avoir à tout refaire, à tout repenser, alors qu'on a pris des exemples des années 70 où ils ont été très nombreux à se poser ces questions et qu'on a un peu laissé de côté pour des raisons que... voilà. Sur le sujet de ton mémoire. Sur le sujet du mémoire. Bah justement, par rapport à ça, est-ce que vous auriez des clés pour que, en tant que élève ingénieur ou même étudiant même en lycée ou quoi, on se repolitise en un sens. En fait, comment est-ce que parce que bon, là, je parle pas forcément au nom de PC durable, mais PC durable, c'est une jolie étiquette, quoi. Derrière, voilà, on organise des confs, mais comment est-ce que justement on arrive à créer des cercles de parole? Comment est-ce qu'on lance des discussions, des réflexions? Comment on fait sortir justement aussi les étudiants, les ingénieurs qui ont envie justement sortir de un peu ce truc, on est juste en école d'ingé pour faire la fête et ne pas se souvenir de la soirée du vendredi soir, arriver à quelque chose où on arrive à créer des cercles, des espaces de discussion, des espaces de réflexion, et où on peut construire un rapport différent à l'ingénierie. Voilà. Et du coup, globalement, en fait, comment est-ce qu'on se repolitise? Juste pour préciser, parce qu'on ne l'a pas fait avant, mais s'il y en a qui veulent répondre aussi aux questions, sentez-vous libre de le faire. Qu'on ne soit pas juste... À PC, il y avait une initiative qui était nommée PC Réveil et qui avait discuté avec PC Durable et Administration, notamment dans les discussions qui ont amené à la création des converts. Mais le seul problème, c'est que dans cette association, il y avait notamment 3 thésards qui ont eu beaucoup de travail et dont certains ont fini leur thèse et sont tout simplement partis. Mais il y a des choses qui ont essayé d'être faites. Mais le tout, c'est de réussir en fait à pérenniser ces initiatives. En tout cas, à l'ESPCI, qui en a pâti, c'est le fait que ça a existé et puis petit à petit, ça a périclité parce que entre les confinements, l'absence de possibilité de se voir et puis les différents emplois du temps, ça a été compliqué. Mais ça a été fait. Il y a moyen de relancer des choses comme ça. Petite anecdote personnelle sur le sujet. En école, c'était pareil. Nous, il n'y avait pas de syndicat, pas d'asso réellement militante sur ces sujets de formation et de qui on va être, etc. Et puis au-delà des sujets plus politiques. Et du coup, ce qu'on a fait un jour, un peu sur un coup de tête avec un ami, on s'est dit qu'il fallait écrire sur le sujet. On sentait que la situation était en plus très tendue entre l'administration et les étudiants. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? On a mis tout ce qu'on avait en tête sur un bout de papier. On s'est rendu compte que ça devenait un peu stylé, que ça prenait un peu l'allure d'un journal de la belle époque, de la belle époque syndicale, quoi, du fin du 19e siècle. On s'est dit, putain, c'est stylé, il manque un peu l'encre des machines, quoi, et puis les clopes. Mais bon. Donc on a fait notre truc, on l'a imprimé. Ça donnait un espèce de papier journal, quoi, recto verso en A3. Et on a distribué ça le lendemain matin. On a fait ça en gros pour raconter une belle histoire. On a fait ça en une nuit. Et puis le lendemain, on l'a distribué. C'était un journal qui expliquait un peu notre ressenti d'élèves par rapport aux considérations de l'administration, qui exprimait aussi notre souhait d'être pris en compte, d'être pris en compte dans la gouvernance et d'être formé en fait au monde dans lequel on allait être. Et ça, on l'a distribué. On l'a distribué. Et ça a eu un écho vraiment, vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'après ça, c'est constitué un espèce de collectif interasso. Donc on avait nos potes du BDE qui sont venus spontanément, du BDA, du BDI, Bureau d'intégration, je ne sais pas comment vous les appelez ici, les sports, enfin les barman, etc., qui sont venus et qui ont dit mais carrément, faisons quelque chose. Et on a participé tous à créer une dynamique vraiment globale. On a pu, après avec l'administration, prendre 2 journées qui étaient banalisées et organiser une sensibilisation d'étudiants à étudiants. C'était un premier pas. Ça a pris forme après à l'échelle nationale avec un groupe d'élèves qui est à l'échelle du groupe IMT pour le coup, et qui porte ces questions à la direction de l'IMT
et dans chacune des écoles. Donc est née une espèce d'assaut un peu militante autour de ces questions-là. Et puis deuxième point, qui me semble important, c'est de réaliser un peu le pouvoir qu'on a en tant qu'élève. C'est-à-dire oui, on est seul, mais il y a des petites choses qui peuvent faire vraiment la différence. Et en tout cas, qui peuvent être perçues comme si vous étiez beaucoup. Parce que deuxième anecdote, un jour, c'était il y a quoi, il y a peut-être 2 ans, il y a les grèves nationales là, des étudiants pour le climat. C'était un 13 mars, exactement, un vendredi 13 mars. Et pareil, rien ne s'organisait dans notre école. Et on a été quelques-uns à se dire collons des affiches juste pour dire qu'il se passe ça. Donc on a fait des affiches en mode les étudiants sont en grève le 13 mars, en expliquant un peu les points et tout. C'était des affiches A4 qu'on a mis un peu partout dans l'école. Et le soir même, l'administration de notre école nous a appelés paniqués, en mode mais vous pouvez pas faire ça, les étudiants en grève, mais demain il y a des contrôles, il y a des profs qui viennent, c'est pas possible. Ils étaient paniqués, quoi. Ils nous ont appelés à 22h quoi, de leur bureau. Enfin, il y avait un truc. J'espère qu'ils sont pas restés pour ça, parce que vraiment c'était inquiétant. Et en fait, ils réalisaient pas que derrière ces affiches-là, il y avait rien. Il y avait des étudiants qui avaient même prévu de venir en cours demain, quoi. Alors c'était vraiment qu'il y avait autre chose à faire. Et en fait, ils ont vraiment pris peur. Et ça a aussi joué sur après la capacité qu'on avait de porter une parole qui était légitime, entendue, sérieusement auprès des directions. En tant qu'asso déjà proposé, ça a été dit, les trucs qui ont été lancés là, il y a quelques temps avec PC Durable, va continuer de proposer. Et après, un autre enjeu, je pense, avec l'admin, c'est aussi, vous êtes limité de toute façon dans votre capacité d'investissement personnel. Essayez de voir comment libérer ces temps-là, que ce soit du temps pur, pour que les étudiants aient plus de temps pour faire d'autres choses, ou que ce soit des temps, justement, est-ce qui ne pourraient pas être pris en charge d'une manière ou d'une autre par l'administration, que ce soit à travers des cours de SHS si on veut rester là-dessus, ou si on veut que ça soit interne aux étudiants, est-ce qu'on ne peut pas faire un séminaire interne aux étudiants où les gens présentent des choses et qui est quand même obligatoire? Est-ce qu'on peut pas... Il y a plein d'idées et d'innovations, on pourra en parler si tu veux après dans le détail, plein de petites pistes, mais l'idée générale, elle est là. Il faut libérer du temps, parce qu'on manque tous de temps et il faut reprendre du temps sur d'autres choses, mais on a moins la main sur les loisirs des personnes. Et un dernier point, c'est qu'il faut quand même continuer à faire la fête et à s'amuser. Hein. Parce que le monde de demain, qui sera trop bien, on fera quand même la fête, on s'amusera et ça sera merveilleux. D'ailleurs, après, on va aller boire une bière. Je voulais juste rajouter aussi, il y a pour un réveil écologique qui met à disposition justement un cadre bien précis, concrètement, comment faire dans son école pour instaurer ça. Et ils font toutes les étapes. On avait un peu essayé justement avec PC Réveil, mais ça a été l'échec. Après, il y a des fois des trucs qui marchent pas, mais c'est pas grave, quoi. Il y a un moment, ça va marcher, espérons. Est-ce que quelqu'un veut revenir sur les calculs d'Ivan Illich? Oui, on va pas afficher ça tout le monde, on va le faire après. Il nous reste un peu de temps, sachant qu'on va être dégagé de toute manière, si j'ai bien compris, un peu avant 20h, pour qu'on puisse faire le bâtiment à 20h. Donc il nous reste une petite dizaine de minutes, si vous avez des questions bêtes, des questions sur autre chose. Sur les trucs qu'on a montrés, on vous a dit c'est un peu bizarre, des doutes. Peut-être que vous avez dit aussi, parce qu'il y a forcément quelqu'un dans la salle qui s'est dit ça c'est un peu rapide, ou ça c'est faux, ou ça c'est machin. Enfin, du coup, n'hésitez pas à revenir dessus. Nous, ça nous intéresse de nous... Moi, j'avais une question, c'était par rapport à l'équation que vous avez montrée avec les 3 facteurs sur lesquels on pouvait agir. Et c'était sur le facteur PIB par habitant. Parce que du coup, enfin, je sais pas, est-ce que ça peut pas décroître, quoi, parce que... Enfin, je sais pas, mais... Enfin, non. Non, mais si on se met à consommer moins, le PIB par habitant, il va diminuer, par exemple. Ouais, quand on a dit agir sur ce facteur-là, je pensais vraiment aux ingénieurs. C'est-à-dire que vous, a priori, à part à l'échelle individuelle, vous n'avez pas les moyens de baisser la consommation globale de tout le monde à côté. Sauf en réussir à brider vos machines, ce que personne ne veut que vous fassiez. En revanche, à l'échelle globale, c'est un enjeu, parce qu'une fois qu'on a dit que la population allait croître et qu'on ne veut pas tuer des Occidentaux, une fois qu'on a dit que l'efficacité énergétique, de toute manière, elle bute un moment ou un autre sur une limite physique, que fait qu'il faut quand même utiliser de l'énergie pour transformer l'état du monde, même si on est optimisé à fond le process.
Et une fois qu'on a dit que, à minima, ce système énergétique sobre en carbone, voire neutre en carbone, il met du temps à se déployer, qu'il sera trop tard, et au maxima, qu'il a plein d'autres conséquences, il faut bien qu'on agisse quelque part. Et très concrètement, bah, du coup, le point, il est sûrement ici. Il est à comment est-ce qu'on fait baisser notre consommation au niveau collectif. Ça passe par des trucs qui relèvent quand même de mesures d'efficacité. Demain, on consommera peut-être moins de... Si on a un bâtiment isolé, on consommera peut-être moins d'énergie. Mais à la fin des fins, c'est des changements sociaux. C'est-à-dire que si les personnes remontent tous leur chauffage dans leur logement isolé, parce que du coup, ça leur coûte moins cher, et c'est généralement ce qui se passe, d'ailleurs, c'est un effet rebond qui est constaté sur l'isolation, c'est que du coup, bah, les gens continuent à minima à se chauffer autant qu'avant, mais ils ont juste un meilleur confort énergétique, parce que souvent, les gens qui n'ont pas les moyens, qui sont dans des situations de précarité énergétique, moi le premier, je chauffe une pièce, et pas toutes. Peut-être que si demain, ça me coûtait beaucoup moins cher, j'aimerais bien avoir chaud dans ma salle de bain, en fait. Effet rebond. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne se chauffent pas bien. Et il y a juste des gens qui adorent aussi un confort à 26 degrés. Donc là, quand on dit PIB par habitant, c'est des changements de consommation, c'est aussi des changements culturels. Et de fait, c'est en fait, quelque part le seul levier qui nous reste. Et à voir comment les techniques peuvent accompagner ça. Il y a des techniques qui peuvent accompagner cette baisse de consommation. J'ai retenu que tu avais plusieurs pièces à Paris. Je suis en banlieue, je fais de grands allers-retours. Non, il y a peut-être un point aussi, d'un point de vue purement technique là-dessus. Bon, il faudrait faire des calculs et peut-être des analyses plus complexes que ça, mais c'est miser sur des choses telles que la réparabilité, de concevoir aussi des outils qui soient collectifs, qui soient plus déjà individuels, et puis qui soient réparables, qui soient vraiment conçus pour l'usage et d'une durée de vie infinie, conçus pour être réparés et entretenus, quoi. Ouais, c'est les différents types de sobriété. Sobriété dans l'usage, c'est moins individuellement, je consomme moins. Sobriété par la mutualisation, bah, on utilise tous les mêmes trucs, du coup on a besoin de moins de choses. Sobriété justement par la durabilité, si l'outil est positif depuis longtemps, on le remplace moins souvent. Enfin, il y en a plein d'autres comme ça que je pourrais vous citer. Il y a le rapport de Négawatt, pour ceux qui le connaissent, au-delà des questions énergétiques, qui cite très bien ces enjeux-là, c'est des spécialistes. Moi j'ai rédigé un rapport pour le Shift et j'ai repris ce qu'ils ont dit niveau sobriété, hein, c'est parfait. Et tout. Mais in fine, ça se traduit par quoi cette sobriété? Bah, par cette réduction du PIB par habitant. Ce qui n'est pas sans poser tout un tas de questions d'ordre économique et social, puisque le système n'est pas conçu pour. Donc, à ISO-système, c'est une crise majeure. Donc, en même temps qu'on change le système technique et les niveaux de consommation, les habitudes, il faut en même temps faire évoluer les structures politiques, économiques et sociales pour éviter que ça soit une catastrophe humaine. Moi, j'avais juste une question sur les techniques et les technologies qui sont en cours de développement. Vous parliez de l'IA notamment tout à l'heure. On sait que c'est un coût énergétique qui est monstrueux, en fait, à tel point qu'il n'y a que justement certains grands industriels qui peuvent enfin industriels ou entreprises, parce que par exemple Facebook, c'est pas vraiment un industriel, mais qui peuvent se permettre de financer ce genre de choses. Comment on fait pour essayer d'avoir un contrôle sur ça? Comment les ingénieurs ils peuvent essayer d'avoir un mot à dire en fait sur ça, sachant qu'en fait à l'heure actuelle le choix des techniques qui émergent, il est fait plutôt par des gens qui sont en lien avec le monde économique ou socio-économique et pas du tout par les ingénieurs. Donc pour le choix des techniques où justement on disait il faut pouvoir essayer de mettre les gens autour de la table, qu'est-ce qu'on peut faire en fait concrètement, sachant qu'on a pour le coup vraiment pas la main sur ces questions-là. Quand on regarde la BPI par exemple qui finance ou qui choisit les innovations qui vont être financées, les startups qui sont financées, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? J'aimerais tant avoir une réponse. Mais tu veux commencer? Non, des pistes, vas-y. Non, bah alors déjà, c'est choisir son taf, quoi. On revient au truc individuel de refuser de servir ces mécanismes qui peuvent entrer en conflit avec des valeurs individuelles. Ensuite, il y a tout un aspect qui touche pas vraiment à l'ingénieur, mais peut-être un peu quand même, c'est que justement les travailleurs du clic dont je parlais tout à l'heure, c'est en général des femmes en Inde ou aux Philippines ou dans des pays toujours qualifiés de sous-développés et qui sont là à faire du clic pour entraîner des IA de Google. Là, il y a un chercheur qui s'appelle Antonio Casilli, je crois qu'il bosse au CNRS et à l'EHESS, qui a écrit un bouquin là-dessus, très intéressant. C'est que ces métiers n'existent plus en fait.
Alors après, comment faire? Ça touche à d'autres pays, à d'autres législations. Vraiment, je ne sais pas du tout. Des pistes, concevoir peut-être des IA qui n'aient plus besoin d'humains, je ne sais pas, pour empêcher ce genre de métier. Non, vraiment, je ne sais pas. Ouais. Je sais pas. En tout cas, c'est ça, je pense qu'il n'y a pas un cas général, tout parce qu'on parle de plein de techniques différentes. Mais c'est un duo, c'est ne pas contribuer, ce qu'il vient de dire, et s'y opposer. Et pour le coup, c'est s'y opposer pas qu'en tant qu'ingénieur, c'est clair. Même si en tant qu'ingénieur, encore une fois, des missions, tout ce qu'on veut, c'est s'y opposer politiquement. Et là, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comment l'ingénieur devient un catalyseur de l'opposition. Parce qu'en tant qu'ingénieur, vous avez, que vous le vouliez ou non, une forme de prestige social dans la société. Vous avez une fonction qui vous est assignée par les gens, un regard qui est posé sur vous et qui sera posé sur vous. On peut l'aimer, pas l'aimer, c'est comme ça. Et du coup, vous avez au-delà de ça, bien évidemment, des compétences, des connaissances qui peuvent vous permettre de catalyser une forme d'opposition. D'être, ce que disait tout à l'heure Sam, des animateurs, alors pas encore de la démocratie technique parce qu'elle n'existe pas, mais d'une forme d'opposition à certains choix techniques. C'est ce que font les ingénieurs qui décident de s'engager, aujourd'hui majoritairement pour des questions climatiques, mais sur plein d'autres sujets. Et là, vous avez un rôle à jouer, parce qu'on voit connaissance et prestige qui font que vous contribuez à diffuser ces messages plus que n'importe quelle personne qui n'aurait pas ce prestige et ces connaissances. Mais le malaise qu'on a, j'étais mal à l'aise à répondre à cette question. C'est assez, je sais pas, ça illustre vraiment une situation qui est un peu triste, quoi. D'ingés qui sortent d'école et qui sont même pas capables d'avoir vraiment des pistes concrètes pour répondre à ce genre de questions. Donc, ouais. Et puis, pour reprendre des exemples, il y a Edward Snowden, par exemple, il y a des lanceurs d'alerte, quoi. Quand vraiment ça rentre en conflit frontal et qu'on y participe, on peut. Alors là, il faut bien s'entourer, par contre, juridiquement. On s'attaque pas à Google comme ça. Il faut faire attention. Mais, voilà. Est-ce que le fait aussi de décider de ne pas participer, c'est pas juste fermer les yeux et dire ok, chargez-vous du truc, moi je veux pas participer à ça, vous vous démerdez. Et alors que, enfin du coup c'est un questionnement que j'ai actuellement, mais aussi le fait de participer, justement parfois on a l'impression de ne pas avoir les mains dessus non plus. Enfin je pense que vous n'avez pas la réponse non plus, mais Ouais, là moi j'étais parti sur ce truc assez radical de c'est une technique qu'on veut pas. Et c'est là qu'il y a un enjeu justement, ce qu'on a dit tout à l'heure, les triptyques sur vous interroger sur quoi vous voulez contribuer, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Si il y a des situations concrètes où on sait qu'on n'en veut pas, on sait que c'est négatif, que ça va dans le très mauvais sens, et que là concrètement ce qu'on peut faire c'est lâcher du lest et s'y opposer radicalement. C'est-à-dire aujourd'hui une centrale à charbon, est-ce que vous avez envie d'aller optimiser une centrale à charbon? C'est pas l'enjeu, ça ferme dans 10 ans. L'enjeu, à la limite, il est plutôt accompagner les gens qui vont être licenciés à la centrale, et c'est pas votre taf en tant qu'ingénieur. Donc il y a des espaces qu'il faut fermer, qu'il faut arrêter de considérer. Il y en a d'autres où il y a des choses à faire, et on peut se dire qu'on peut avoir un rôle et qu'en effet, il faut mettre les mains dans le cambouis. Là, on a besoin d'ingénieurs. C'est tout ce qui va plutôt être justement des espaces qui sont en héritage. Par exemple, mettons qu'il y ait des antinucléaires dans la salle, vous voulez fermer les centrales nucléaires. Encore faut-il les fermer, justement. Encore faut-il des gens qui vont gérer les déchets sur le long terme. Encore faut-il des gens qui vont être capables d'accompagner ce processus de fin de réacteur, de déconstruction de la centrale, etc. Donc, oui, il y a plein de champs, en effet, où il faut des ingénieurs pour s'investir. Et il y a la frontière, justement, un peu grise de ces technologies où on ne sait pas où elles nous mènent. La première étape, c'est de se questionner dessus. Et si soi-même, on n'est pas sûr, mais qu'on sent qu'il y a quelque chose de prometteur, en effet, ça peut être un champ de s'y investir et du coup de contribuer à l'orienter. Parce que de fait, on a quand même plus de pouvoir quand on est dans le milieu que quand on est à l'extérieur. Là, on n'est qu'un simple citoyen à l'extérieur qui s'oppose, alors que dedans, on a une capacité de nuisance, même si on se rend compte que ce n'est pas bien, qui est énorme, et une capacité de redirection, si jamais on se rend compte qu'il y a une capacité de redirection possible. Donc voilà, c'est un arbitrage au départ sur le champ dans lequel vous travaillez et les trajectoires sur lesquelles il se situe. Et d'après moi, on en revient au fait de prendre le temps de se poser la question en amont et de se préparer à certaines situations qui peuvent être très délicates pour un ingénieur, typiquement dans le cadre de l'IA, et d'être prêt à certaines dissonances. Et si l'école ne nous forme pas et ne nous prépare pas à ce genre de décalage qu'il peut y avoir entre nos valeurs et le système actuel qu'il faut changer, il faut le faire collectivement. Et on en revient à s'organiser politiquement. Juste pour répondre un peu, je trouve que refuser de participer à quelque chose, en l'occurrence, c'est pas une inaction, dans le sens où c'est pas tu laisses un mec se faire agresser dans la rue et t'as rien fait et c'est un peu de ta faute. C'est genre si tu refuses activement en tant qu'ingénieur d'accepter certains boulots,
tu prends une décision qui est aussi valide, enfin qui est autant une décision que de décider de le faire. Complètement. Et en plus, tu peux revendiquer ton choix publiquement. Mais tu le sais puisque tu es au réveil écologique. Et donc, c'était tout l'enjeu, c'est de faire en sorte de mettre la pression en se disant que les ingénieurs sont nombreux, mais ça reste un marché limité. Et c'est le cas pour tout un paquet de professions intellectuelles. Et que les jours où les entreprises ont besoin de personnes et qu'elles n'ont plus les personnes compétentes pour le faire, on a un pouvoir de pression et de nuisance. Est-ce qu'il y a encore des questions, des gens qui n'ont pas pris la parole, qui veulent se lancer? C'est le dernier moment. Même si vous voulez juste partager un ressenti, hein. Pas forcément une question. Est-ce que vous ne pensez pas que il y a un réflexe d'ingénieur quand vous parlez du climat qui est de s'attaquer d'abord, enfin de raisonner sur ça parce que c'est quand même raisonnablement technique et d'occulter du coup toute la partie sociale, économique et de se dire que enfin, ça se traitera en chemin, quoi, ou après sur le côté. Un peu parce que là, du coup, on est sur le côté ingénieur en train de réfléchir, s'opposer sur le plan vraiment technique, mais sur le plan social, économique, du coup, comment on réintègre ça bien dans un champ de réflexion qui fait qu'on naturellement on irait se pencher là-dessus et pas juste sur le volet sciences du climat, quoi. Bon, déjà, sciences du climat, c'est une première étape, hein. Et non, mais c'est clair que ce qu'on demande dans l'absolu, c'est un changement de mentalité, hein, face à un saut dans le vide, et qui est le cas de toutes les professions. Aujourd'hui, si vous travaillez, alors, vraiment, vous sortez d'école de commerce comme moi, le champ il est ouvert aussi, faire des sauts et pas forcément emprunter les chemins classiques et peut-être revoir sa manière de penser. Parce que si vous sortez d'une école de commerce et que vous pensez tel que vous l'avez appris à penser, vous n'êtes absolument pas en capacité de remettre en cause l'équation qui est là-bas sur la partie PIB par habitant. C'est complètement impossible. Au même titre, un ingénieur, il se permet dans sa boucle, il va s'intéresser aux deux autres termes. Donc il y a un enjeu en effet personnel à remettre ça en question. Et c'est parce qu'on sait que c'est un réflexe qu'on a voulu insister sur ce point-là. C'est tout l'enjeu de notre conférence, c'est du coup on en est là en fait aujourd'hui, on n'est pas plus loin, on est encore à de la sensibilisation. C'est de dire, hey guys, il y a autre chose à regarder derrière. Et donc justement, c'est parce qu'on sait que c'est ça qu'on fait cette conférence. Et après, il y a des gens qui y travaillent quand même. Comme en économie, il y a des gens qui travaillent sur des indicateurs nouveaux au lieu du PIB, etc., pour essayer de voir comment on pense des areas de richesse. Il y a tout un paquet d'ingénieurs qui s'intéressent aujourd'hui aux usages. Il y a aussi tout un champ à construire, hein, sur la question de sobriété, encore une fois, il y a tout un champ à construire dans l'innovation technique qui n'entraîne pas d'effet rebond, etc. Et a priori, sinon, c'est pas que technique. Mais donc, ça se construit et c'est aussi un super défi pour vous. Surtout que, si j'ai bien compris, à l'ESPCI, vous faites il y a pas mal de recherches, en fait. Mais bah, tant mieux, voilà, faites de la recherche. Alors, c'est peut-être, si vous êtes sur des trous noirs, c'est peut-être un peu loin de vous. Réorientez-vous. Non, je déconne, c'est bien. On a besoin de rêver, il faut des gens qui vont dans l'espace et ça fait rêver et c'est bien. C'est comme faire la fête, c'est important, il faudra le faire. Non, mais tout ça pour dire que, bah oui, c'est aussi des champs de recherche, au-delà de la technique appliquée, des champs de recherche, de voir comment on intègre ces différentes idées, comment ces concepts de trajectoire, on les intègre sans aller peut-être jusqu'au calcul, et sinon faire aussi évoluer les mentalités. En fait, peut-être renoncer à cette hubris du calcul généralisé pour certains points, pour se rapprocher, encore une fois, de sciences plus quali et des SHS, d'où l'intérêt de l'enseignement des SHS en école. Non, mais j'appuie sur le dernier point qui est si vous avez envie de faire de la recherche fondamentale sur les trous noirs, faites-le. Si ça rentre quand même, si l'équilibre entre vos valeurs et ce que vous défendez est quand même maintenu, foncez. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on est là, je pense, c'est d'essayer de comprendre le monde, juste. Ce serait cool qu'un jour on puisse le faire sans avoir à gérer toute la merde qu'on a fait pendant 200 ans, quoi. Donc, faut pas porter sur ses épaules tout le poids de ce qu'on vient de se présenter, quoi. Vous êtes incroyable. Bon, on peut conclure là-dessus, non? Petite, ouais. On espère que vous connaissez un bar cool. Ouais, on vous suit.